Oui, merci d'être avec nous en présence et à distance. Alors, nous sommes rendus à cette dernière table ronde de notre événement de 2 jours, intitulé Repenser le politique avec les éthiques et les pratiques du CARE dans l'intervention éducative et écosociale. Alors, on a vu que ces dernières années, là, il y a plusieurs mouvements sociaux, dont des mouvements écologistes, qui sont tournés vers les éthiques et les pratiques du CARE, qu'on appelle aussi la sollicitude. Bon, ici, je pense qu'on pourra alterner, selon nos préférences, de nommer le terme en anglais et en français. Le prendre soin, c'est aussi une autre traduction qu'on en fait. Donc, ces mouvements se sont tournés vers les éthiques et les pratiques du CARE pour repenser le rapport au monde, le sens aussi de l'engagement, puis les pratiques militantes. Il y en a d'ailleurs été question hier soir du CARE au panel militant qu'on a eu, le panel de la coalition Environnement, Éducation, Éco-citoyenneté. Alors, ben, peut-être, qu'est-ce que c'est le CARE? Déjà, juste 2 ou 3 petits éléments de définition avant d'ouvrir en table ronde. Mais on peut dire que c'est un état d'esprit, mais qui se prolonge, puis qui s'observe, qui se vit dans des pratiques. Puis, si on y va avec la définition qui est souvent citée de John Tronto de 1993, ben, ça comprend tout ce que nous faisons pour perpétuer, réparer notre monde et pour y vivre aussi bien que possible. Donc, vous voyez déjà toute la proximité qu'il peut y avoir entre ce courant de pensée et l'éducation relative à l'environnement. Alors, discuter dans les milieux écologistes, les dimensions politiques du prendre soin se trouvent revendiquées et parfois aussi vécues de nouvelles manières. Il y a d'autres rapports au territoire et à l'ensemble du vivant qui s'invente dans la foulée. Puis c'est de ça dont on va discuter ensemble aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que peut apporter le CARE dans nos réflexions qui visent à repenser les dimensions politiques de l'éducation relative à l'environnement dans cette ère inouïe dont nous avons discuté hier avec Alain Deneau. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos panélistes qui viennent de différents milieux, donc de l'éducation populaire, du travail écosocial, de l'éducation relative à l'environnement, de l'action communautaire, en fait, de différents domaines et aussi de différents milieux. On a des profs d'université, puis on a aussi une militante avec nous. Alors, je la présente en premier, Dali Lauzon-Vallière. Elle est cofondatrice de l'association du réseau Demain le Québec, qui soutient plus de 150 groupes jeunesse et citoyens militants pour la transition socio-écologique à travers la province. Un de ses mandats, c'est d'étudier et d'enseigner les différentes stratégies et de pratiques du CARE, justement, au sein du mouvement, afin d'optimiser le bien-être des membres et leurs impacts aussi, l'impact des luttes sur le terrain. Alors, bienvenue. À distance, nous avons Clément Bargnaudy, maître de conférence en géographie à la Faculté d'éducation de l'Université de Montpellier. Il est rattaché à l'unité de recherche LIRDEF, tout comme notre co-organisatrice Aurélie Zouang. Et il est chercheur associé à l'UMR Sens. Ses intérêts d'enseignement et de recherche portent sur les éthiques du CARE, les humanités environnementales et l'éducation relative à l'environnement. D'ailleurs, je dois dire, c'est une des premières personnes du domaine de l'ERE que j'ai entendu parler des éthiques du CARE. Donc, cher Clément, je te remercie de m'avoir mis sur cette piste il y a quelques années. Donc, il est aussi, Clément, membre fondateur du GIS TEPCARE, donc pour groupe d'intérêt scientifique sur les théories et pratiques du CARE. Maintenant, nous avons aussi avec nous Emmanuelle Larocque, qui est professeure au département de travail social à l'UQO. Elle est cofondatrice de la formation éco-citoyenne de cette même université et membre du comité de direction du Centre Air depuis quelques mois. Elle a accepté notre invitation. Elle est... Oui, on a du plaisir à travailler ensemble. Tu es travailleuse sociale de formation. Emmanuelle s'intéresse aux enjeux psychosociaux et éco-spirituels des crises socio-écologiques et de la biodiversité, ainsi qu'aux pratiques qui sont centrées sur le renouvellement des rapports aux vivants. Ses intérêts de recherche s'inscrivent dans une perspective de transition sociale écologique et portent sur le développement des pratiques et pédagogies écosociales et sur les approches d'intervention axées sur la nature de proximité. Emmanuelle est aussi membre du comité de coordination de Mer au Front, Outaouais, fière maman de 2 petits soleils et passionnée de la randonnée et du vélo de montagne. Donc, oui, tu travailles aussi en... Tu as plusieurs cordes à ton arc, cher Emmanuelle. Alors, maintenant, il me reste à vous présenter ma chère collègue Audrey Dalle, professeure au département d'éducation et formation spécialisée ici à la Faculté des sciences de l'éducation.
Elle s'intéresse à l'éducation des adultes pratiquant en milieu communautaire et à son pouvoir de transformation sociale. Ces projets de recherche sont la plupart du temps menés en partenariat avec les milieux communautaires et portent notamment sur l'éducation et l'alphabétisation populaire et les contributions des femmes à l'éducation des adultes et enfin la participation citoyenne. Elle a récemment publié un livre en collaboration avec le MEPAC, le Mouvement d'éducation populaire autonome et d'action communautaire, je pense, au Québec. L'éducation populaire autonome en mouvement, un recueil de pratiques qui est destiné à toutes les personnes qui travaillent collectivement à plus de justice sociale. Alors voilà. J'aime aussi le vélo, mais je ne l'ai pas lancé. Moi aussi, je suis dans le vélo aujourd'hui. On a préparé cette table ronde ensemble. Nous avons acheminé des grandes questions à nos panélistes et donc elles y ont préparé des réponses. Donc, on aura d'abord un temps d'échange autour de ces questions, puis dans l'interaction. Et ensuite de ça, on ouvrira à l'auditoire avec vous, vos questions, vos commentaires, vos impressions, vos souhaits. Donc, voilà. Sans plus tarder, allons-y, je lancerai une première question, puis on pourra bien sûr alterner lors des réponses. Puis je nous invite à rebondir aussi, là, sans que ce soit trop formel, là, si ce n'est pas votre tour de parole, mais que vous souhaitez intervenir au regard de quelque chose qui a été dit, n'hésitez pas. Donc, dans quoi ce courant du CARE là, que j'ai très brièvement introduit, vient-il ou peut-il nourrir l'intervention éducative, l'intervention écosociale? Donc, autant du point de vue de l'éducation communautaire populaire, mais autant du point de vue de l'action elle-même, un peu comme on le disait dans ta note biographique. Là, donc, ça sert aussi à augmenter le pouvoir collectif, le CARE. Donc, à cet effet-là, est-ce qu'il y a certaines pratiques qui seraient à mettre en exergue? Si vous pouvez aller aussi du côté, bon, peut-être plus théorique, mais aussi du côté pratique. Alors, qui aurait envie de lancer la discussion, mesdames ou Clément à distance? Une grosse question. Sinon, moi, j'ai prévu un ordre. Là, je peux vous poser des questions en ordre. Alors, Emmanuel, voudrais-tu y aller? Oui, je peux y aller. Bien, merci d'abord à tout le monde en ligne, puis aux personnes en présentiel aussi d'être ici, puis à mes collègues. Donc, comment est-ce qu'on va diviser la question en deux comme tu l'avais fait, intervention individuelle et collective? OK. Je trouve que le CARE en tant que tel nous permet justement de s'accrocher à des nouveaux concepts et des nouveaux savoir-être en le prenant en considération, on peut justement mobiliser des concepts qui sont liés au CARE, dont l'éco-spiritualité, qui est vraiment la spiritualité dans l'écologie dans la spiritualité, puis de penser ces rapports-là à la nature, à l'environnement, qui sont un peu différents de notre posture a priori coloniale là, pour les personnes qu'on a grandi dans un contexte plus anthropocentrique, là, centré sur l'humain. Alors, comment on peut reconsidérer justement ces rapports-là de care pour le non-humain, dans le fond, puis d'intégrer tout ça, qui n'est pas fait tant ça dans les théories du CARE. Des fois, la nature est un peu laissée de côté, mais comment on peut aussi l'intégrer davantage, peut-être, en 2025, comment on peut repenser et faire avancer ces théories-là du CARE. Il y a aussi des concepts comme la réciprocité qui me vient en tête. Donc ici, c'est souvent les écrits là, autochtones de Robin Wall Kimmerer qui me viennent en tête, son nouveau livre, le Service Berry. Donc, qui parle beaucoup de cette interaction-là réciproque qui se passe en nature et naturellement en nature, mais comment on peut, nous, apprendre à observer, être à l'écoute des différentes voies de la nature pour justement intégrer ce care-là dans nos conceptualisations du care en tant que tel. Puis la décolonialité, là, justement, qui rejoint la discussion de ce matin, mais qui rejoint aussi le travail écosocial. Donc, pour ceux qui connaissent moins le travail écosocial, c'est comme on ne veut pas que ce soit une branche du travail social, on veut vraiment que ce soit tout travail social devrait être du travail écosocial, un peu comme vous disiez dans l'autre table ronde, ce n'est pas quelque chose de séparé, c'est quelque chose d'intégré, de transversal. Puis, justement, le travail écosocial, c'est vraiment une vision plus holiste, décoloniale et aussi de politique, dans le fond, là, donc de repolitiser les pratiques en travail social. Mais aussi, je pense que le CARE, ça permet de rendre visible le travail qui est invisibilisé, normalisé, puis aussi de mettre en place une lunette de justice socio-écologique qui nous permet de voir les inégalités sociales dans le CARE en tant que tel.
puis de s'ouvrir à ces savoirs-là alternatifs, autochtones, non dominants, donc de déconstruire ensemble les idées dominantes pour réhistoriciser ces rapports-là à la nature, justement. Puis, ben, on parle du care aussi, mais aussi de la charge, là, je prends un terme de Jenna Webb, là, dans un rapport qui est mère au fond, Jenna Webb, mais de la charge environnementale, donc environnementale, là, que ça pèse aussi du care, puis de voir les rapports un peu genrés avec le care, puis de voir que c'est souvent les femmes qui sont au front, tant au niveau du militantisme que le care dans c'est plus individualisé dans la famille, mais le care de l'environnement, où les femmes se mobilisent quand même beaucoup plus, puis sont plus affectées aussi là, par les enjeux environnementaux en tant que tels. C'est Emmanuel, Dali, tu avais l'air de Ben raisonner oui, dans en fait, ton avec Robin Wall, expérience. c'est vraiment, oui, je pense que, mettons, du côté pratique, là, si on rentre vraiment dans le côté, la stratégie derrière le CARE est vraiment intéressante. Pour moi, ça a été un peu un levier de transformation, puis un levier de contre-pouvoir, là, en mobilisation citoyenne, surtout en mobilisation jeunesse. Il y a eu énormément d'épuisement, en fait, de jeunes. En 2019, on a été, au front là, avec toutes les grèves liées à Greta Thunberg, l'environnement et tout ça. Fait qu'on a été un peu projeté dans une mobilisation qui sensiblement ressemblait beaucoup à une mobilisation qui se voulait très de performance, quasiment en compétition contre les centrales syndicales qui voulaient aussi avoir une place devant le public, dans les médias, une compétition entre les regroupements militants jeunesse qui voulaient avoir leurs revendications sur la table auprès du premier ministre. Donc, il y a eu beaucoup, peut-être une redéfinition de qu'est-ce que se mobiliser entre jeunes, puis qu'est-ce que de transformer la société, c'est quoi une transition socio-écologique. Puis il nous manquait en fait, il nous manquait le care dans nos mouvements. Donc nos mouvements en tant que tels qui se voulaient revendiquer une transition socio-écologique dans des dynamiques où on avait des actions, des discours, puis même une méthode de fonctionnement militant qui était très capitaliste, en fait, là, qui était anti-care, là. Ben, on n'y arrivait pas du tout, en fait. C'est ça qui était spécial. C'est que non seulement on s'épuisait, mais les transformations qu'on amenait n'étaient pas si transformatrices que ça. Était loin de venir chercher toute espèce de discours, puis même de savoir-être, de savoir-faire des peuples autochtones, par exemple, qui faisaient ça depuis longtemps que nous. On était dans une dynamique de sauvons la planète plutôt que, mais en fait, la planète, elle se gère très bien sans nous. Est-ce qu'on peut voir plus une perspective qui me fait beaucoup penser à la perspective de Vandana Shiva avec le mouvement Chipko, non, on n'est pas en train de sauver la planète, d'avoir la planète sur nos épaules. On est plutôt en train de comment on prend soin de notre quartier, des gens qui y restent. Ben, ça veut dire prendre soin de leur santé. Donc, beaucoup les femmes qui pensent à ça, prendre soin des cultures maraîchères, de l'agriculture autour. Donc, si, par exemple, dans le mouvement Chipko, on détruisait toute la forêt himalayenne, ben, ça affectait la santé de la population, ça affectait les familles. Donc, le mouvement qui s'est fait était pas en lien avec... C'était beaucoup plus que juste sauver la forêt. C'était en fait c'est de voir la dynamique derrière sauver notre propre santé, sauver notre propre spiritualité, sauver notre propre culture. Puis il y avait quelque chose où tout le mouvement Chipko était beaucoup plus stratégique, en fait, quand on parle de revendication de sauvons les arbres pour sauver les arbres versus on parle de revendication de, en fait, notre santé est affectée. Puis nous, on n'avait pas on n'avait pas ce réflexe-là. On était la planète, c'est vite à l'université au lieu de dire non, en fait, on est nature aussi. Donc, on se sauve nous-mêmes. On n'est pas juste en train de sauver les écosystèmes en les gardant tout beau. On fait partie de ces écosystèmes-là. Donc, même au niveau médiatique, les relations qu'on entretenait avec les gouvernements, on aurait été beaucoup plus... on aurait eu beaucoup plus de notoriété, de crédibilité si on avait parlé de la santé des jeunes, de l'éducation des jeunes, du bien-être des jeunes derrière tout ça. Fait que c'est un peu ça pour moi, le CARE. Le CARE est non seulement politique, il est stratégique à avoir par un contre-pouvoir dans notre société d'aujourd'hui, tu sais. Puis là, après ça, on pourrait en parler longtemps. Puis quand on a cette ouverture-là, ben, les jeunes dans le care s'intéressaient à la nature, pas comme quelque chose d'extérieur, mais s'intéressaient à leur place dans la nature, à leur connexion à la nature. Puis là, à ce moment-là, aller à une rencontre un mardi soir de manière bénévole, beaucoup plus facile quand on veut sauver une partie de nous-mêmes, en fait, une partie spirituelle de nous-mêmes, une partie d'être en relation avec les autres aussi, notre santé.
Je m'arrête là. Super intéressant. Euh, il y a une recherche qu'on est en train de terminer à laquelle Marie-Michel Voyer, qui présentait ce matin, collabore, puis Guillaume Moreau aussi, un agent de recherche qui travaille avec nous depuis un certain nombre d'années. Puis ça ressort beaucoup, ça. On a une recherche qui porte sur les conceptions du prendre soin dans l'action écologiste, entre autres choses, là. Et c'est souvent évoqué, on a fait près d'une trentaine d'entrevues, la question de l'épuisement que les gens ont vu ou soit vu autour d'eux vécu, qui amène à une quête de sens, dans un certain sens, à repenser son rapport au monde, mais son rapport à l'engagement aussi. Puis c'est beaucoup ce que Ah oui, tu vraiment. évoques. Mhm. Clément, à distance, là, comment ça résonne pour toi, ce qui est Oui, en train d'être bonjour. évoqué, ou as-tu d'autres nouveaux éléments à apporter à l'échange? Oui, ben merci pour ces premiers partages. Merci beaucoup pour toute cette organisation. Alors c'est vrai que le CARE, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché, qui m'a interpellé. Et pour, disons, pour essayer de comprendre un peu, pour vous partager d'où ça vient, c'est vrai que moi j'ai été éduqué comme jeune garçon, plutôt scolairement brillant, et j'ai été poussé plutôt en fait, à suivre mon chemin sans trop m'occuper des autres. C'était un peu ce qu'on me disait, «Vas-y, fais ta vie et puis poursuis ton chemin et ne sois pas trop préoccupé des autres». Et puis il m'a fallu rencontrer en fait la maladie, la mort d'un proche pour vraiment me rendre compte à quel point c'était, vital en fait cette question du care. Et c'est quelque chose qui remet, je crois que si on reprend la question: «Qu'est-ce que ça vient nourrir?» dans l'intervention éducative en tout cas, je trouve, c'est que ça remet vraiment la question du sens, de ce qui est le plus essentiel à la vie au centre. Et ça coupe un peu cette tendance qu'on peut avoir à être conduit à maximiser nos intérêts, à vouloir, voilà, être, disons, à suivre des normes, des valeurs qu'on incorpore depuis d'autres lieux. Et je crois que le care, c'est vraiment sortir de cette négligence, en fait, et pour reprendre conscience de nos interdépendances, pour reprendre conscience de notre vulnérabilité, en fait, qui est à la base, hein, justement, d'actions, de pratiques, ensuite qu'on va chercher à mettre en place. Et ce que j'ai ensuite appris en lisant les théoriciennes du care, c'est que c'est pas du tout quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Voilà, là, on a entendu la difficulté à aligner, en fait, théorie et pratique, et à soi-même, à se désaliéner de certaines valeurs ou certaines normes qu'on a en soi, pour au contraire, vraiment être, porter, le changement qu'on veut être dans le monde, quoi, porter l'incarner à chaque geste. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement important de mettre en évidence, parce que ça permet de développer, je crois, en éducation, ce qu'on va appeler des dispositions ou des vertus, hein, selon certains auteurs, qui sont des espèces de manières d'être un peu stables, quoi, qui est une espèce de qualité comme ça, qui se déploie ensuite en situation Heu, quand quand dans la vie de tous les jours, on ne va pas délibérer avant d'agir la plupart du temps. Et donc le CARE invite vraiment à ça, à développer ces espèces de vertus, de qualités que sont, l'attention d'abord, hein, ensuite, la sollicitude, ensuite des gestes de CARE, de don, et puis ensuite aussi une certaine capacité d'écoute par rapport aux gestes qu'on produit, une certaine, réciprocité. Et pour moi, ça se traduit par au moins 3 types de pratiques, si on va sur la 2e versant de la question. C'est des pratiques qui sont d'abord, plutôt sensorielles, enfin en éducation, qui impliquent un engagement du corps, dans le milieu. Et là, c'est tout le courant de l'écophénoménologie, David Abraham, tout ça, qui nous permet en fait de créer une espèce de sentiment d'appartenance, de compréhension non duelle de notre présence au monde. Et ça, c'est pas toujours évident parce que ça nous demande de ralentir en fait aussi, hein, et de se connecter à nos sens, d'activer notre perception participante, de reconnaître qu'il y a d'autres centres d'altérité que nous en fait, hein, qu'ils soient humains ou non humains, et à la fois l'altérité, mais le fait qu'on partage un monde commun. Donc ça, c'est tout le panel de pratiques qui est extrêmement important en éducation en plein air, tout ça, parce que ça recrée de suite de l'attention envers quelque chose qui était plutôt négligé. Ensuite, il y a toutes les pratiques, et là on a très bien entendu hier, narratives, artistiques, qui nous permettent de nous comprendre comme vivants parmi les vivants, toute
ces narrations là qui enclenchent en fait une compréhension assez subtile de nos relations. Et puis il y a les pratiques réflexives, toute la conscience réflexive de notre propre expérience qui nous permet de faire germer des savoirs, mais qui sont des savoirs qui viennent de l'intérieur, qui sont des savoirs qui viennent d'une attention à notre expérience. Et ça aussi, c'est toute une gamme de pratiques qu'on peut développer en éducation relative à l'environnement pour nous remémorer en fait notre interdépendance et essayer de l'activer encore une fois dans chaque situation, ce qui est vraiment pas évident. Et essayer voilà, de verbaliser notre expérience, la dimension de notre vécu. En groupe, c'est encore plus puissant parce que l'autre devient miroir, témoin de notre propre expérience. Et ces savoirs en première personne, là, comme dit Gérald Hess, un philosophe suisse que j'aime beaucoup, je pense qu'ils sont vraiment complémentaires de savoirs plus en troisième personne. Euh, et, euh, et ils viennent en fait, je ne sais pas si on prend par exemple le cas du rapport aux animaux, ben c'est par la conscience de toutes les expériences qu'on a eues au contact d'animaux qu'on va pouvoir ensuite générer une attention et en prendre soin. Et ça vient en complément des savoirs de l'éthologie, par exemple, qui nous racontent comment ces animaux, comment ils habitent, etc. Donc, ce n'est pas du tout opposé les uns aux autres, mais le CARE vient remettre la question de l'expérience au centre. Voilà, je pense. Merci, merci Clément pour ces apports. Bien structurés aussi, là. J'ai noté les 3 types de pratiques que tu évoques. Puis, ben, en tout cas, je trouve qu'il y a des échos intéressants avec les pratiques d'éducation populaire, Audrey, là. Pratiques narratives, réflexives. Donc, toi qui es une chercheuse dans le domaine de l'éducation populaire, comment tu accueilles ça? Faire un lien avec le cadre. Mais d'abord, peut-être je vais présenter sur peut-être le cadre théorique sur lequel je me base, qui je pense, on a un peu tous les mêmes référents. Alors, merci d'avoir organisé ce panel-là. Ça m'a permis de relire Carole Gilligan, Une voix humaine. En fait, elle a revisité une voix différente qui avait été publiée en 82 et là, c'est en 2023. Et elle vient de la psychologie, c'est la... Mais ça serait discutable, mais ça serait dans les premières à avoir parlé de l'éthique du cœur. Et effectivement, comme étant écouter, ça s'appelait les voix, c'est à propos des voix, la voix intérieure, le senti. Donc, Clément Bargnaudy disait se baser sur l'expérience et le cœur, ça s'apprend. D'après Gilligan, en fait, c'est que ça se réapprend. Ça serait quelque chose qui est en nous, qu'on a naturalisé, associé au genre féminin, qu'on a aussi binarisé les genres, mais que c'est quelque chose qu'on a en nous et dans le développement humain. Donc, elle s'intéresse... D'ailleurs, je recule d'un pas, là, Carole Gilligan commençait avec l'éthique du cœur par rapport à le développement de la morale. Elle a critiqué le modèle de Kohlberg et elle a critiqué aussi le modèle psychosocial de développement humain de Erik Erikson, avec qui elle a travaillé, dans lesquels, justement, la voix de l'expérience et la voix des jeunes filles, en fait, était perçue, leur vision de la justice était perçue comme déficiente, leur morale était perçue comme déficiente. Donc, elle a fait 2 choses. Elle a critiqué cet élément-là en regardant, en fait, comment on interprétait la question de la justice, c'est-à-dire qu'on l'interprétait comme en dehors du contexte, comme une notion plutôt abstraite qui n'était pas basée sur l'expérience. Et elle a revisité ça en disant, ben non, mais en fait, les jeunes filles ont aussi une morale, elle n'est pas déficiente, c'est une lunette on met une lunette comme s'il manque quelque chose parce qu'elle ne ressemble pas aux autres voix qu'on entend. Et de là, une voix différente, de dire, ben quand on fait une théorie ou quand on fait une action militante ou quand on fait une mobilisation ou quand on fait de l'éducation populaire, il y a une multiplicité de voix et c'est de déhiérarchisiser ces voix-là, de dire, ben, toutes les voix comptent et c'est le regard qu'on met. En fait, c'est ça qu'on apprend. On apprend à hiérarchiser qu'est-ce qui est une bonne morale, qu'est-ce qui n'est pas une bonne morale. Et on apprend à hiérarchiser les genres. Donc, elle critique aussi la binarité garçon-fille, homme-femme. C'est une perspective féministe. Donc, l'éthique du cœur dans les mouvements sociaux et en éducation populaire nous permet aussi d'inclure les voix différentes. Et bon, je reviens avec l'éducation populaire. Moi, je travaillais avec à des recherches partenariales avec des personnes en alphabétisation, donc des personnes qui vivent en situation de pauvreté. Et l'éducation populaire au Québec est beaucoup influencée par Paulo Freire, l'éducation de conscientisation. Paulo Freire, qui est un pédagogue, philosophe brésilien. Et c'est
c'est l'éducation pour la transformation sociale, pour l'action sociale. C'est une éducation qui est politique, c'est une éducation aux politiques, mais qui part de l'expérience et du vécu des personnes. Donc, il y a un lien aussi là-dedans avec l'éthique du CARE, c'est de partir de son vécu et d'écouter ce vécu-là et de laisser de la place. Et en éducation populaire, comme dans les mouvements sociaux, et ça m'a parlé, qu'est-ce que tu as dit aussi, de reproduire un mode capitaliste de production puis de performance. Le CARE, tout comme l'éducation populaire, nous amène à questionner ces éléments-là en disant, en prenant le temps de se mobiliser, de se parler, de prendre conscience de qu'est-ce qui nous préoccupe et d'arriver à mettre notre énergie et notre action sur des buts communs. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend des espaces et ça prend du care. Et donc, l'éthique du care, Carole Gilligan, qu'est-ce qu'elle amène dans le développement de la morale? C'est la question du relationnel. Je reviens à ce modèle-là parce que la perception de la justice des jeunes filles dans l'étude, c'était ancré dans leur relation avec les autres. Comment elles... à partir d'un dilemme, là, son questionnaire, c'était un dilemme. Alors, qu'est-ce qu'on fait si c'est Agnes que sa femme va mourir, il n'y a pas d'argent pour acheter les médicaments? Alors, le martien ne veut pas lui faire... le pharmacien, un peu extraterrestre, il ne veut pas lui faire crédit. Donc, la chose bonne à faire, c'est de voler les médicaments. Puis les filles répondaient non, mais je parlerai au pharmacien. Je lui expliquerai la situation. Et donc, le relationnel, que finalement, on désapprend. C'est une voix intérieure qui est déjà là. Mais à mesure qu'on se développe, on apprend plutôt des relations qui sont moins authentiques là, dans la binarité. Donc, pour les femmes, c'est de se conformer à des attentes, donc de ne pas questionner l'autorité. Ce qui est dans les mouvements sociaux, dans l'éducation populaire, c'est l'inverse. On apprend à questionner l'autorité. Pour le garçon, ça a des impacts négatifs. Et les impacts chez eux, c'est de dire « je m'en fous ». Et en anglais, c'est ça, c'est « I don't care ». C'est d'apprendre à arrêter d'avoir du care, de prendre soin, arrêter de se connecter à ses émotions. Donc, pour la fille, c'est se connecter avec ses émotions, mais pas nécessairement écouter qu'est-ce que ça dit, puis pas nécessairement contester l'autorité par rapport à cette voix intérieure-là qui nous pousserait à agir. Je vais pas aller dans toutes les directions, mais je vais m'arrêter là. Oui, vraiment. Puis merci de ramener, en fait, ces textes fondateurs de Carole Gilligan. Dans l'introduction, je nommais John Fronto, mais Carole Gilligan, c'est aussi une des personnes auxquelles on réfère d'entrée de jeu là, quand on parle des éthiques du care. Intéressant, Audrey, là, parce que là, tu viens de nommer, tu sais, comment le care, en prenant en compte tout ce qui est davantage relationnel, on peut arriver à questionner l'autorité d'une autre manière. C'est un peu ça que... Puis, justement, là, dans le contexte sociopolitique actuel, là, qu'on travaille à décrire, à dénoncer, puis à trouver des voies un peu subversives pour intervenir dans ce contexte difficile-là, on est dans un contexte où l'autoritarisme prend de plus en plus de place. Il y a une polarisation, puis il y a une montée aussi de l'extrême droite qui fait peur, puis qui peut être décourageante dans certains cas, puis surtout si on est au bord de l'épuisement, on le disait tout à l'heure, là, c'est pas... Donc, la deuxième question qu'on avait lancée, c'était justement comment garder vivant cet engouement pour le care dans le contexte sociopolitique actuel, là. Alors, comment on fait ça? Je trouve que le relationnel est une excellente piste. Je pense qu'on manque de relations en ce moment, là. Il y a eu, on a reparlé 1000 fois de la pandémie, là, mais pandémie, pas pandémie, je trouve que on va en parler aussi du numérique tantôt, là, mais les cellulaires, on parlait tout à l'heure, on se prenait dans la bibliothèque. Là, ça, on est en plein été, là, je peux comprendre les moyens d'étudiants et étudiantes, mais quand même, c'était un espace où on pouvait aller chercher, on devait se déplacer pour aller chercher un certain savoir, l'étudier, l'explorer. On pouvait aussi en mettre là, les cafés, et en fait, la mobilisation citoyenne en ce moment est extrêmement difficile parce qu'il y a de moins en moins d'espace
où on peut se réunir puis avoir des conversations de couloir, qu'on appelle, là où les meilleures idées émergent. Là. L'interstice, là, on en a besoin. Exactement. Puis on est coincé à la maison, le télétravail a pris son envol. Je pense que pandémie ou pas, ça aurait pris un envol un jour. Puis on se sent même, c'est drôle, on se sent coupable d'être en télétravail, puis on sent, même si on aimerait sortir, après, il y a des endroits communs où on pourrait aller travailler, puis je reviens justement de ces endroits-là où ma collègue me dit, mais là, si je viens mardi puis qu'il n'y a personne, ça revient au même, c'est comme du télétravail, mais dans un endroit qui se dit collaboratif, mais vidé. Fait que c'est vraiment ça pour moi, j'ai l'impression que même au secondaire, là, on a tout l'aspect de le cellulaire qui va être interdit. Mais je trouve ça, là, je fais une immense parenthèse, mais je pense qu'elle est nécessaire, là. Je trouve que ce moment-là d'interdire le cellulaire, les jeunes avec qui on travaille, ils ont été frustrés ou en colère face à ça. Pas tant. Tout le monde était d'accord que le cellulaire était une mauvaise chose à avoir en classe, pas tant pour l'apprentissage que pour le relationnel. C'est qu'il a l'impression qu'à moins de texter son ami à côté, il ne pouvait pas vraiment discuter. Puis ça, c'est pas parce que c'était la discussion, c'est de rester en silence en classe. On trouvait mille et une façons de discuter en classe, malgré le fait que c'était interdit. Puis il y avait ce côté-là de jeu, il y avait ce côté-là de. Puis là, ben, même en dehors des classes, les gens continuaient à se texter dans les couloirs parce qu'ils avaient appris que c'était comme ça la manière de communiquer. Donc, les jeunes avec qui on travaille, ils nous avaient dit, ben, on était d'accord sur l'idée que le cellulaire était vraiment mauvais à avoir dans un cadre scolaire. En fait, dans un cadre tout court, là, on est tanné nos cellulaires, mais on ne sait pas comment faire autrement. Puis moi, si j'arrête demain matin, je ne sais pas qu'est-ce que mes amis font, deviennent, aiment. Donc, il aurait fallu plus prendre ça comme une opportunité d'enseigner la relation, le relationnel. Puis au lieu d'interdire, de faire qu'est-ce que ça vous ferait si on interdisait les cellulaires? Ben, on serait pas capable de communiquer. Pourquoi? OK, comment on pourrait communiquer autrement? En tout cas, puis tout le pan éducationnel doit être complètement changé à mon avis, là. Les classes, ça serait de se mettre en cercle puis d'ouvrir, là, déjà, pour pratiquer la relation. Je vais m'arrêter là, mais en gros, je pense qu'une des grandes stratégies pour faire en sorte que le care devienne quelque chose où on a envie d'aller vers le care, de repolitiser le care, de l'incarner, c'est justement la stratégie, les relations. Est-ce qu'on se sent isolé? Est-ce qu'on a l'impression d'être en relation avec des personnes autour de nous? Est-ce qu'on se sent seul? Moi, oui. Donc, pour moi, si on me dit, si on rentre dans des politiques de care, tu vas te sentir plus en relation avec toi-même, avec les autres, avec ton environnement. Ah oui, j'aimerais ça. Non, ça, tu sais. En tout cas, avec les jeunes, c'est ça qui est cool. Je m'excuse. Non, il y a pas C'est excellent. Mais je peux Oui, ben, allez. dans le cellulaire. Je m'excuse. Ça résonne énormément. Puis je me creuse un peu. Je suis intervenante à la base, donc moi, je vois les jeunes un peu en souffrance, tu sais, sur différents axes, là, avec l'inaction politique et tout ça. Puis les autres, comment ils s'activent ou ne sont pas écoutés tant. Tu sais, j'ai travaillé avec des jeunes militants en 2020, là, justement, pour ma recherche doctorale. Puis il y avait une jeune fille qui disait, tu sais, je vais au Tim Hortons chercher ma tasse de café, puis je me fais appeler madame. Puis là, je suis dans un conseil municipal, je me fais appeler ma chouette par le conseiller, tu sais. Puis c'est comment ça, il y a comme quelque chose de très adultiste, dénigrant pour les jeunes qui veulent s'activer. Donc, comment nous, en tant qu'adultes, on peut avoir cette sollicitude aussi pour créer de l'espace pour les voix de la jeunesse, puis voir les idées de la jeunesse comme pas étant des idées secondaires, mais comme les mettre comme des idées qui devraient être égales et même en tout cas à un autre niveau, surtout quand on a besoin de consultation pour des décisions qui sont prises, tu sais. Puis, c'est ça, en intervention aussi, ce qui m'intéressait, c'est de voir, OK, comment on remet en lien, justement, ce relationnel-là. Puis, parce que même je suis plus intervenante en santé mentale, donc c'était beaucoup de sortir de la psychiatrisation, psychologisation des problèmes qui sont à la base des problèmes sociaux, là, des problèmes structurels. Toutes les jeunes qui vivent, tu sais, de TDAH, anxiété, dépression, éco-anxiété, éco-colère et tout ça. Puis, comment c'est très guidé sur l'individu. Donc, comment en intervention, on peut plus collectiviser les expériences, mais aussi sortir de cette trame-là très
psychologisante, puis aller vers le relationnel. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de creuser le problème? Est-ce qu'on peut plus travailler les relations? Puis, on va trouver des stratégies ensemble, collectivement, pour ce qu'on vit collectivement. Donc, c'est ça, comme en parlant à des jeunes militantes, militants et militantes, je me creuser la tête à savoir qu'est-ce qu'ils comprennent de la transition écologique, qu'est-ce que ça a de l'air, comment ils l'imaginent, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour aller vers ça, c'est quoi les expériences significatives, les points tournants qui ont fait comme « Ah, je me suis vraiment accrochée à vouloir contribuer ». Puis, au fait, ce que j'ai appris des personnes jeunes militantes avec Environnement Jeunesse et tout ça, ben, c'était super riche pour construire un programme d'intervention écosociale par le sport et le plein air. Donc, j'ai comme travaillé beaucoup avec les militantes pour implanter ça avec des jeunes, puis d'aller chercher c'est ça, ces différents moments expérientiels-là, relationnels. Puis Clément Berniosi mentionnait l'approche narrative, mais moi, je suis formée en approche narrative en Nouvelle-Zélande, en Australie, donc c'est vraiment mon approche thérapeutique, disons. Là. Je sais que thérapeutique, je ne peux pas dire ça au Québec quand tu es travailleuse sociale, mais en Ontario, c'est correct. Je suis ontarienne, donc je vais me positionner. Mais bref, c'est ça, donc de l'approche narrative, mais aussi les approches corporelles, par les arts, par la permaculture, de découvrir les éco-leaders de la communauté, puis aller vers eux pour que les jeunes ils sachent qu'il y a déjà des gens qui sont engagés dans la transition, puis que ça se passe, puis de voir comment que les gens le font, puis de rapprocher ça, tu sais, comme quand on parle des approches des proches, near, là, tu sais, c'est qu'est-ce qui est accessible, donc de rendre ça accessible, que c'est pas, oh my God, avoir une transition écologique, c'est comme super inatteignable. C'est comme qu'est-ce qui est inatteignable, puis qu'est-ce qu'on peut faire collectivement. Donc, c'est un peu de réfléchir les approches d'intervention éducative, de ramener ça proche des jeunes selon l'expérience située aussi, là, qui dans le vécu situé qui nous apporte. Donc, partir d'un point de départ, c'est ça, qui vient de là, puis faire attention à l'épuisement aussi, puis de faire attention aussi à l'institutionnalisation du care. C'est devenu comme le self-care et tout ça, comment c'est très institutionnalisé et pour les personnes privilégiées. Mais j'ai tombé sur un écrit là, je me rappelle plus, Rachel, une militante, une femme noire militante féministe de Toronto qui parle de radical self-care. Donc, oui, la radicalité un peu là-dedans, mais comment c'est aussi une posture politique, là, de ralentir, comme Clément disait, c'est une posture politique de ralentir, de prendre soin de soi dans un contexte où on n'apprend pas à prendre soin de soi. Militantisme, mère, en tout cas, pour différents contextes, là, mais c'est ça. Donc, puis d'ancrer tout ça dans la résonance, dans l'écologie corporelle. Cosmotique aussi, là, ces rapports-là spirituels aux éléments, à l'autre, à soi. Intéressant. Quand tu mentionnes le radical care, ça a été évoqué aussi dans la recherche qu'on est en train de finaliser. Puis quelques participants mentionnaient que, en fait, c'est l'émergence d'une contre-culture, le fait de penser le care à la base, le fait c'est de repenser à la fois notre rapport au vivant, mais notre rapport à nos collègues militants, nos camarades, peu importe comment on les nommera. Penser que avant tout, c'est d'arriver à être bien ensemble, puis à soutenir, ben, certaines formes de plénitude, quoi, à la fois dans sa trajectoire, mais dans l'engagement. Alors, oui, c'est ça, c'est intéressant, cette perspective-là, puis peut-être un peu plus tard, là, j'évoquerai, quand on sera autour de la troisième question, moi, une piste justement de Toronto là-dessus, qui, moi, m'interpelle pas mal. Bien, mais maintenant, chère Audrey, toi, avais-tu envie de réagir à ça? Ce qui me surprise dans la question, comment soutenir la vivacité de l'engouement pour le CARE dans le contexte sociopolitique actuel? Je pense qu'entre nous, on s'intéresse beaucoup au CARE, mais je me demande si l'engouement est tant que ça là dans nos façons d'agir. Puis, tu as donné les exemples aussi, comment la distance avec les technologies. Donc, est-ce que le CARE est vraiment un engouement? J'aimerais qu'il soit là. Mais est-ce que le CARE est pertinent dans le contexte actuel, plus que jamais, justement? Pertinent d'inclure le relationnel. Puis, Liliane nous donne aussi cette idée-là et l'éducation populaire dans comment... CARE, je l'ai pris comme prendre soin, mais parce que c'est difficile de le traduire en français, hein, être préoccupé par, se sentir concerné,
Faire attention à, oui, s'intéresser, se soucier, sollicitude, puis après ça, tous les opposés, puis toutes les formations de care for, care about, care free, ça s'en va dans tous les sens. Donc, je l'ai pris dans le sens de se sentir concerné, prendre soin et se sentir concerné. En fait, si on se sent concerné par quelque chose, il y a des chances qu'on prenne soin. Alors, se sentir concerné par les enjeux sociaux, les enjeux écologiques, les enjeux socio-écologiques, par la justice sociale. Donc, comment on fait ça aujourd'hui quand c'est de plus en plus difficile de comprendre le pouvoir, d'accéder à ceux qui prennent les décisions, tout devient un peu plus morcelé par rapport au gouvernement et par rapport aux technologies, par rapport juste parler à quelqu'un pour dire, bon, j'ai besoin de telle chose, ça devient difficile. Alors, comment se sentir concerné? Et qu'est-ce que Alain Deneau disait aussi, le sentiment d'angoisse qu'on a, puis mais le sentiment aussi c'est paralysant. L'angoisse peut s'agir, mais ça peut aussi paralyser parce que la crise climatique, c'est terrible, il est peut-être trop tard. Donc, tout ça, c'est vraiment c'est difficile d'agir quand on sent que tout est plus qu'il est peut-être trop tard ou que tout est plus soutenable ou sustainable, que tout se soutient plus. Mais donc, je ne vais pas aller dans une partie déprimante. Alors, le positif par rapport au care, par rapport aux voix différentes, c'est aussi cette idée-là de démocratisation. Donc, d'entendre plusieurs voix, de laisser de la place à différentes voix. La démocratisation qui est aussi dans le relationnel. Donc, quand on décide ensemble, quand on collectivise des enjeux, quand on pose des actions collectives, quand on s'implique dans des luttes sociales, l'éducation populaire est quand même autonome au sens de Paulo Freire, ce souci-là de démocratiser, donc d'impliquer les personnes citoyennes, d'écouter leur voix et de prendre des décisions ensemble sur quelle lutte, quel enjeu, de quelle façon on va faire ça, et de mettre à disposition des outils qui vont permettre à tout le monde de participer de façon démocratique. Parce que c'est pas vrai que c'est juste parce qu'on est ensemble, puis on met un sujet de discussion, puis on vote, puis non. Alors, donc, il y a aussi des enjeux de pouvoir qui se font au niveau plus micro, où quelqu'un va prendre la parole, va parler plus longtemps. Peut-être je suis en train de faire maintenant, arrête-moi si c'est le cas. Mais donc, il y a ces enjeux-là si on a difficulté de lecture d'écriture, si on ne maîtrise pas la langue, si on est universitaire, si on est... Donc, il y a plein d'enjeux de pouvoir qui fait que c'est pas vrai qu'un espace est démocratique juste parce qu'on est ensemble puis on a un tour de parole. Donc, l'éducation populaire va nous aider par rapport à ça pour qu'on sente tous et toutes concernés, mais qu'on ait aussi tous et toutes les moyens de participer et d'agir à notre échelle, selon notre capacité. Et le processus éducatif va justement aider en fait, ça développe beaucoup le pouvoir d'agir, la capacité d'agir, la confiance en soi. Donc, va aider justement, s'outiller par l'éducation à participer à des transformations sociales. Et le CARE, je trouve que dans ce contexte-là, fait partie, en fait, l'éducation populaire, je pense qu'elle avait déjà, même depuis les années 70, ce souci-là, ce souci comme CARE, donc avait ce souci-là de la démocratisation, qui dans le contexte actuel aussi avec tout ce qui se passe autour de nous, ben, la démocratie est de plus en plus un enjeu, donc c'est de plus en plus, il faut encore plus se sentir concerné par la démocratie et les moyens démocratiques pour y participer. Oui, Audrey. Clément, à Oui. distance, on t'a pas oublié? Ouais, ben merci. Merci encore pour ces partages très riches. Ouais. Peut-être pour reprendre ce que disait aussi Laurence, la question de la culture, je crois que alors par rapport à cette question, comment garder vivant cet engouement pour le care, une des premières choses, je pense, c'est de bien identifier en fait ce qui fragilise le care. Et une des choses qui fragilise, c'est ce que Val Plumwood a mis en évidence comme une culture anthropocentrée qui est encastrée quelque part dans le capitalisme et qui valorise le déni, qui valorise la négligence, l'étrangeté, qui produit toutes sortes de rapports de domination. Donc ça, c'est une des choses qui vraiment fragilise le care. Et on le voit vraiment dans le contexte actuel avec des retours de virilisme, de conservatisme,
très, très puissant, quoi. Mais il y a aussi d'autres dimensions plus subtiles. C'est ce que, par exemple, Hartmut Rosa appelle les accélérations, la détérioration du temps pour soi, toute cette fragmentation de nos relations, et puis le besoin de toujours tout mettre sous contrôle, de tout évaluer, de tout rendre disponible, en fait. Ce qui fait qu'il y a plus de place pour l'indisponible, pour développer une qualité de présence attentive aux choses, en fait. Et le CARE nous invite vraiment à ça, à repartir de situations concrètes et être capable de déployer une attention en situation. Et cette attention, elle est devenue de plus en plus captive, de plus en plus aliénée. C'est comme si on est suspendu, en fait, dans un monde saturé de signes, d'informations abstraites. Et donc ça, tout ça, ça fragilise notre capacité individuellement et collectivement, alors individuellement déjà à devenir sujet, en fait, à s'individuer. Il y a aussi Cynthia Fleury, qui a une des penseuses du CARE en France, qui a écrit un bel ouvrage qui s'appelle Les Irremplaçables, où elle met en évidence, en fait, que cette capacité à se soucier de soi et des autres, elle a toujours été mise à mal, en fait. C'est pas maintenant. À chaque époque, il y a des pouvoirs qui s'exercent sur ce possible devenir pleinement sujet et le déploiement de la sollicitude. Voilà, simplement aujourd'hui, effectivement, il y a certaines difficultés propres à l'époque. Et ce qui est dit par Cynthia Fleury ou par Michel Foucault, que j'aime beaucoup aussi, qui a écrit dans l'herméneutique du sujet, l'éthique du souci de soi, donc avant Kiligan, hein, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'on a besoin d'un entraînement pour continuer le CARE. Parce que c'est vrai que quand on s'est engagé, je pense que pour beaucoup d'entre nous, quand on s'y est engagé, on a vu ce que ça pouvait créer en nous et autour de nous. Mais c'est dur de continuer. Alors il dit on a besoin d'un entraînement, mélété en grec. Il se base sur la culture grecque et latine ancienne. Et cet entraînement, il se déploie là aussi dans plusieurs directions. Donc il y a un entraînement qui vise plutôt à prendre soin de nos difficultés, de nos résistances, de la souffrance, en fait, qui se manifeste. Et hier, ça a été dit aussi, l'angoisse comme signe de santé mentale. En fait, comprendre la souffrance ou la vulnérabilité, non pas de manière déficitaire, mais plutôt comme une source de compréhension, de compassion. Et créer des espaces, en fait, où on va pouvoir reconnaître, accueillir, prendre soin de cela. Et ça, je crois que pour moi, en tout cas, ça se joue beaucoup dans des collectifs, des communautés où les relations sont quand même un peu plus facilitées. Voilà, où il y a une espèce de membrane qui fait que on peut trouver des lieux où c'est plus facile. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite, je crois, de déployer ces valeurs de soins, de sollicitude plus largement et d'éviter que le soin soit réduit au thérapeutique, à la cure, en fait, et que ça soit une affaire de cabinet, c'est marchandisé, mais en fait que le soin se déploie vraiment dans les institutions de manière globale et que tout le monde le prenne en charge, en fait, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur. Ce qui parfois, en France, par exemple, crée des réactions de rejet. Non, moi je suis prof, je suis pas thérapeute, ce genre de choses-là, quoi. Et puis il y a une autre dimension très importante, c'est au contraire, ça a été dit aussi hier, je trouve, et là, c'est plutôt cette fois de nourrir la joie, de nourrir le courage, tout ce qui va renforcer, de reconnaître en fait euh, tout ce qui va bien quand même, tout ce qui permet à la vie de continuer à s'épanouir, à fleurir. Il y a quand même plein de choses qui continuent et d'honorer, de célébrer cela, voilà, de prendre le temps pour cela, de s'enraciner voilà, dans la gratitude, l'émerveillement, la contemplation. Et là, voilà, de reconnecter aussi des espaces qui impliquent sans doute de s'arrêter, d'avoir des espaces de recueillement. Et là, on passe en termes de relation, de reliance à la nature, parce que ça va venir en fait nourrir notre engagement. Et je crois que le plus important pour moi, c'est en tout cas dans mon expérience, c'est enfin d'essayer de maintenir aussi une certaine vision portée par les éthiques du CARE. C'est-à-dire, les éthiques du CARE nous invitent à ne pas attendre de résultats, mais plutôt à se mettre au service. Et elle nous invite aussi à plutôt improviser et pas chercher à planifier, à vouloir circonscrire tout ce qui ne va pas. Voilà. Et donc, c'est des visions qui nous invitent à avoir large, à reconnaître en fait notre inscription dans la trame du vivant sur le temps long, les cycles vie-mort, la reconnaissance d'un soi élargi qui comprend toutes les relations qui nous constituent. Et si on se réenracine dans cette vision-là, qui est vraiment au centre des éthiques du CARE, parce que l'éthique du CARE, on peut dire, ça se résume en vulnérabilité, interdépendance, et c'est les deux concepts peut-être les plus importants pour moi. Mais ça permet aussi, quand on agit, quand on est engagé au quotidien, et qu'on rencontre beaucoup d'obstacles, de rejets, de difficultés, mais ça, je trouve que ça nous permet d'agir avec tout ça derrière. C'est-à-dire que
on agit, on agit parce qu'on est soutenu par la terre, par tout ce qui nous constitue. Et du coup, pour reprendre, bah, c'est bien connu maintenant ces formules. Ce n'est pas moi qui défends la forêt, mais c'est la forêt qui se défend en moi, ou ce n'est pas moi qui défends la nature, mais c'est la nature qui se défend en moi. Je pense que c'est important aussi, en tout cas pour moi, pour garder l'engouement, hein, pour le care, d'arriver à défocaliser de ce qui vient nous attaquer, de ce qui vient en situation de nous fragiliser, et se réinscrire dans cette vision vraiment très très large. Voilà. Merci Clément. Merci, c'était dense, là, l'intervention que tu viens de faire. Je vais essayer de rattraper certains de ces éléments-là, puis de nous amener vers notre troisième question, notre troisième pôle d'échange. Donc, tu as mentionné, entre autres, l'enjeu de la capture de notre attention, là. Puis, il y en était question aussi hier dans la table ronde qui portait sur les questions du numérique, donc à quel point notre attention. Puis, tu viens de l'évoquer tout à l'heure avec la question des cellulaires chez les plus jeunes. Et aussi, on a parlé hier de cette crise de la sensibilité. Il y en était question dans la table ronde qu'animaient mes collègues Alexandra Guité et Mélanie Champoux. Donc, et il était aussi question hier puis là, vous l'aviez évoqué quelques fois, là, bon, l'entrée qu'a fait Alain Deneau hier dans sa conférence sur l'éco-angoisse, c'est qu'on vit tous et toutes, puis qui fait en sorte que finalement, ça prouve justement qu'on est relié à notre monde, puis que si on vit cette angoisse-là, c'est peut-être parce qu'on comprend qu'on aurait besoin d'en prendre mieux soin. Et en tout cas, pour ma part, je disais, il y a quelque chose qui, pour moi, est éclairant dans la pensée de John Tronto, c'est la critique qu'elle fait de la société du risque de Ulrich oui, Beck, à savoir que c'est ça, c'est beaucoup parce que on est dans ce narratif d'une société ou d'un monde devenu dangereux à cause des avancées sociotechniques, à cause puis dorénavant, de toutes ces conséquences dont l'issue nous échappe un peu, là, le réchauffement climatique et autres bouleversements là, en séquence. Puis, dans ce narratif-là, oui, on n'a pas le choix que de se sentir, entre autres, angoissé, mais pas que, bien sûr. Là, bien sûr, on peut vivre toutes sortes d'autres émotions, d'indignation, puis de colère, puis de tristesse, de nostalgie. Puis éventuellement, quand on s'engage, oui, on veut vivre cette joie militante là, que vous avez évoquée. Mais toujours est-il qu'elle dit, John Tronto, elle dit, mais face à ce récit, ce grand récit de la société du risque, si on mettait de l'avant un récit plutôt du care, qu'est-ce qui changerait? Tu sais, si au lieu de penser le monde depuis le risque, on le pensait depuis le relationnel, puis depuis cette vulnérabilité-là, qui est inhérente à toute trajectoire de vie, qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix que d'être dans la réciprocité pour bien vivre ensemble, pour mener une bonne vie dans ce monde. Alors, c'est ça, je trouve que, en tout cas, il y a un appel là, moi, qui je trouve, elle écrivait ça en 2012, puis on dirait que je le trouve plus que jamais pertinent, cet appel-là, encore aujourd'hui. Puis peut-être ça m'amène vers cette dernière question avant qu'après on ouvre à notre auditoire. Donc, on se demandait, mais que peut donc le CARE face au rapport politique délétère qu'on observe actuellement? Puis aussi, bon, là, c'est ma collègue Karine Villemagne qui amenait cette partie de question qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui avait contribué à élaborer la table ronde. Donc, que peut le CARE donc face au rapport politique délétère et au système de valeurs qui émergent ou qui se renforcent via les nouveaux espaces numériques et autres espaces, là, pas juste dans le numérique. On peut peut-être commencer par Clément, Clément. ben oui, allez, Clément. Oui, non, mais c'est une grosse question, hein, alors c'est vrai que je crois que le CARE, comment dire, il agit en amont de la manifestation de ces processus délétères. En tout cas, on mise plutôt, je crois, que sur un travail lent, un peu silencieux, Oui. à bas bruit François Julien, il parle de fissurer, en fait, fissurer cette culture de la domination, pour faire advenir, voilà, une culture de l'attention, de la sollicitude, du souci de soi, des autres. Et c'est vrai que le CARE, je pense qu'est-ce qu'il peut? Alors, il permet d'abord donc de générer, voilà, je pense, ces espaces
transformation de soi, donc de transformation des relations aux autres, parce qu'en fait, soi, c'est une illusion quelque part. On est de suite relié à tout un monde dans chacun de nos gestes, dans chacune. euh, et il n'y a pas de transformation législative de changement du droit, des institutions, s'il n'y a pas des individus capables de respecter l'esprit de ces institutions. Donc le CARE est aussi de suite lié à des enjeux de justice et de responsabilité commune, hein. Toronto a beaucoup dit ça d'ailleurs, de faire en sorte que le CARE ne soit pas justement dévolu aux femmes, mais que ça soit une responsabilité partagée. Donc voilà, je crois que c'est d'abord ça, se désaliéner et permettre effectivement. Alors du coup, Joëlle Sachs, par exemple, elle dit que ça, c'est la base de la démocratie. On a beaucoup parlé de citoyenneté, mais il y a aussi ce lien care et démocratie, c'est-à-dire que une démocratie, normalement, c'est ce qui permet justement à chaque individu de s'individuer, d'arriver à se soucier de soi, plutôt que de générer des nudges là, qui vont diriger des comportements, ce genre de choses. Donc, bon, ça, c'est la première chose. Le problème souvent qu'on nous renvoie quand on travaille sur le care, c'est de dire, ouais, mais euh, on- ça reste petit. Et c'est vrai que le passage d'une dimension donc micropolitique, pour dire, on pense Deleuze, en fait, à une échelle plus mésopolitique, macropolitique, et il n'est pas évident du tout. Il n'est pas évident du tout. Euh, et là, c'est des choses qui demandent malheureusement aussi, je pense, d'éviter de croire que ça va venir, qu'il y ait une espèce de confiance, que le changement va venir du prince ou des élites, mais de faire plutôt confiance à tout ce réseau mycénaire qui va soutenir la vie. Et, euh, et ça peut se faire à la fois, il me semble, hein, que peut le care. Donc ça permet, il me semble, à la fois de générer des actions de résistance, c'est-à-dire de défendre ce qui peut être encore soutenu, les services publics, la forêt, tout ça. Et puis au contraire aussi, ça peut générer plutôt des actions de création d'alternatives, espaces nouvelles manières de faire, nouvelles manières d'être ensemble, dans tous les domaines en fait. Euh, voilà. Et en fait, alors, je trouve que chez Joanna Macy, il y a quelque chose d'assez puissant, c'est qu'elle dit tout ça n'est pas antagoniste. Et c'est vrai qu'en tant que parfois dans les groupes, on a tendance à se dire, ouais, mais toi, tu t'occupes de te transformer, mais tu ne participes pas à la lutte, ou alors tu ne participes pas à offrir des alternatives. Et elle dit, selon le moment où on est dans la vie, selon nos affinités, selon tout ça, on peut avoir des postures qui sont un peu différentes entre ces trois pôles là, se transformer, résister et puis créer des alternatives. Et c'est pas un souci en fait, il faut juste aussi valoriser ce que font les autres plutôt que se chamailler parce qu'on perd beaucoup d'énergie là-dedans. Voilà, je veux pas être trop long. Merci Clément. Puis tu évoquais, faut pas attendre que ça vienne. Faut pas avoir l'espoir que ça viendrait d'en haut, d'une certaine manière, ce souci-là. Puis, ben, il y a déjà eu cette forme de récupération, on l'a vu pendant la pandémie, hein, la bienveillance, là, on nous en a parlé, puis les entreprises, tout à coup, devenaient donc bienveillantes. Ça a été nommé, là, il y a le care washing, là, après le greenwashing, il y a le care washing, puis il y a des recherches qui se mènent là-dessus, d'ailleurs. Mais, OK, voilà. Audrey, toi, tu répondrais à cette très grande question, pas si simple? Oui, j'aimerais revenir sur l'intervention précédente et sur la question du récit du care. C'est sûr, je ne connais pas les travaux de John Thornton, je vais m'y mettre. Mais donc, vous dites ça prend pas encore assez de place. C'est ça, ça prend de la place entre nous, mais c'est pas encore le discours dominant. Et là aussi, dans les travaux de Gilligan, en fait, c'est une éthique du care qui bouscule les manières habituelles de concevoir l'éthique et le politique, mais aussi de produire la connaissance. Donc, il y a une hiérarchisation dans ce qu'on associe au care, parce qu'il y a une hiérarchisation. Le care, prendre soin, c'est associé au féminin. Le féminin associé à ce qui est moins valorisé, à ce qui est faible. Puis Gillian a été critiqué parce qu'il y a des gens qui ont interprété, OK, mais finalement, c'est binaire et ça essentialise les femmes. Mais au contraire, en fait, c'est le processus de domination qui rend les genres binaires. En fait, c'est le patriarcat qui rend les genres binaires et qui tire son pouvoir de ça, de dire, ben,
qu'est-ce qui domine sur l'autre. Et le care, c'est pas une qualité ou une façon de penser ou une façon de produire la connaissance ou un rapport au monde qui est valorisé. Notre rapport au monde qui est valorisé, c'est l'exploitation, la domination, c'est le capitalisme, c'est l'extractivisme, c'est de prendre des ressources, c'est d'accumuler de la richesse. Et c'est ça s'inscrit dans des systèmes qui est le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme, dans lesquels le classisme, le racisme, etc. Mais donc, c'est ça qui domine. Donc, oui, l'éthique du care, pour comprendre sa place, il faut... en fait, c'est un discours de résistance qui est une résistance à ces discours de domination, mais il faut aussi être consciente que, donc, c'est sûr que ça ne pogne pas autant qu'on voudrait parce que ça ne sert pas les intérêts qui sont au pouvoir. Donc, et la même chose pour la justice sociale et climatique. Donc, c'est des contre-discours et c'est une résistance à des rapports de domination qu'on doit aussi nommer, c'est des gros mots, là, mais patriarcat, capitalisme. Donc, la question, je réponds pas à la question. Mais mais c'est ça, les rapports politiques délétères, je pense qu'ils sont là. Et les systèmes de valeurs émergent de ces rapports politiques de domination-là. Puis l'éthique du care, elle nous amène à penser autrement, elle nous amène à autre chose. Donc, regarde la voie humaine, les voies différentes, les voies du care, ça s'oppose à ces voies-là, à la voie capitaliste, patriarcale, aux voies de subordination et ça devient une voie de résistance, le relationnel, le prendre soin, de se sentir concerné. Je pense que c'était la citation de Lucie, de se sentir concerné et de se politiser par rapport à tout ce d'agir par rapport à ce qui nous concerne. Je défais ces mots-là. S'occuper ensemble. S'occuper ensemble des choses qui nous concernent ici et maintenant. Puis s'occuper ensemble, c'est dans le care, dans la relation. Les choses qui nous concernent, c'est aussi la question de ça me touche, ça me préoccupe. Et ici et maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Ben, je peux y aller. En fait, j'avais une suggestion peut-être après Dali pour mettre en place le care. On pourrait suggérer une petite pause entre la discussion, puis juste pour se dégourdir un peu, parce que on parle de la crise de l'attention, mais on parle aussi de tu sais, l'énergie dans la salle, puis c'est l'après-midi, puis peut-être une petite pause pour se dégourdir entre la discussion. Avant la discussion avec 2 minutes, juste pour s'étirer. Post-care call. C'est ça. Claire. D'accord, Claire. Ça permet aux idées de se poser en même temps. Mais je fais juste lancer ça comme ça. Ah, d'accord. Pour répondre à mon propre besoin de m'étirer. Mais Prendre soin de nous. ben, pour aller à la question, c'est sûr que je vois le care un peu comme une force vive là, du militantisme, hein, vraiment. Puis je vois un peu l'image de la maman ours, hein, comme le care, la maman ours qui veut protéger la lionesse, peu importe. C'est ça, comment on peut plus se rassembler, pas juste au féminin, mais d'avoir cette posture-là, de prendre soin d'eux collectivement. Puis dans mes recherches, au fait, c'est un peu ce qui m'intriguait, là, parce que juste avec tout le monde numérique, tu sais, qui fait en sorte qu'on est moins en contact, hein, puis de comment remettre en lien les gens. Puis je voyais un peu la souffrance qui émergeait aussi de cette déconnexion-là quand je voyais l'université vide un peu d'étudiantes, puis d'espaces de discussion, comme que tu le mentionnais, puis comment en tout cas, les étudiantes, puis même des enfants plus jeunes là, qui ont besoin de ça, puis ont besoin de toucher, puis d'activer leurs 5 sens pour être en contact. Puis je me suis tournée sur l'étude des deuils écologiques parce que pour moi, c'était comme un point d'entrée vers ce care-là qui est commun. Parce qu'en explorant les deuils écologiques, on est en train en même temps de vraiment pointer le doigt sur quelque chose qui est commun. En tout cas, ce qui émerge, c'est que tout le monde a vécu un deuil écologique, peu importe est-ce que c'est un deuil qui est considéré comme important ou pas, là, mais il y a tout un attachement au territoire. Puis c'est sûr que si on parle de justice socio-écologique, les deuils écologiques sont plus significatifs ou ils impactent certaines populations plus que d'autres, là, si on parle de déplacement climatique et tout ça. Mais ce qui ressort quand même, c'est que tout le monde à qui moi j'ai parlé, là, quand je parle de deuil écologique, tout le monde me dit « Ah, moi, là, s'il y avait un boisé en arrière de chez moi, puis il a été rasé, puis c'était comme mon boisé que j'allais marcher à tous les jours, ou ma cour arrière, qu'ils ont modifié tout ça pour monter des maisons, mais une personne âgée que là,
prend plus de marche parce que c'était la seule place qu'elle avait pour aller connecter à la nature, puis s'émerveiller dans le fond, là, tu sais, des bruits des oiseaux et tout ça. Donc, il y a toutes ces pertes écologiques-là, puis qui font en sorte qu'on doit aller toujours un peu plus loin pour aller trouver cette nature qui fait partie de nous, dans le fond. Puis on perd une partie de nous quand on perd la nature qui est proche de chez nous. Donc, c'est ça, le deuil écologique qui est un peu un point d'entrée vers l'affect, vers l'émotion, pour justement, peut-être contrer ces effets délétères-là, tu sais, de remettre en commun, puis de trouver des moyens de créer des espaces pour vocaliser ces émotions-là qui sont minimisées, qui sont invisibilisées, qui sont mises de côté, parce que dans le fond, il y a toujours des discours plus puissants, justement avec la société du risque qui va dire, il faut de l'extractivisme parce qu'il faut des autos électriques. Puis là, c'est vanté. Il y a plein de tactiques au fait de greenwashing qui vont aller un peu contrer le vécu aussi des gens. Donc, c'est ça, donc de créer ces espaces-là, soit en intervention, en éducation, en recherche. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là? C'est comme la prochaine étape, là, tu sais, de mettre les gens en action, de créer des espaces de mise en action. Puis je trouve que, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup avec Clémence Roy-Daris, qui est une artiste qui vient de l'Outaouais, mais qui est à Montréal, qui est aussi militante, écologiste, pour justement créer ces espaces-là artistiques, déambulatoires en forêt, de reconnecter les gens, de faire vivre des moments de connexion avec le vivant, mais aussi de verbaliser les deuils écologiques là, de façon plus collective pour aussi remercier ou avoir de la gratitude pour ce qu'on a, puis ce qui reste, puis comment on peut s'activer pour le protéger ensemble. Puis quand on arrive à cartographier tout ça, là, on le voit, ça devient comme évident quand je dis, il y a telle personne, il a vécu ce deuil-là à telle place, puis on apprend à connaître un nouveau territoire, puis telle personne, elle fréquente cette forêt-là, puis OK, cette forêt-là, il faut la protéger, elle existe, elle est encore là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis ça met des gens en lien, puis là, on peut comme réfléchir ensemble vraiment à des solutions, puis en tout cas, on espère politiser la recherche pour comme un peu parler le langage des élus, justement, pour dire, regarde, il y a des effets psychosociaux en arrière de tout ça aussi, là, il y a un poids assez pesant sur la santé mentale, physique, spirituelle des gens, donc comment on peut aussi prévenir des coûts, là, c'est eux autres qui parlent économique, là, donc on va monétiser un peu le bien-être, mais bref, pour essayer d'aussi répondre à ce langage-là qui est un peu plus loin du émotif, là. Mais bref, c'est ça, donc je pense qu'il y a d'essayer de contrer un peu la déconnexion, mais aussi les espaces numériques, des fois, qui vont comme cloisonner un peu les savoirs, un peu comme comment tu appelles ça quand on paye sur quelque chose, puis tu as toujours le feed, là, comme des algorithmes, là, donc c'est ça, puis on vient avec les algorithmes de toujours se faire un peu répéter la même affaire dans nos propres médias sociaux. Donc, comment on peut décloisonner ça en connectant des gens de différents lieux. Puis je trouve que la discussion sur les deuils écologiques permet de faire ça parce que on se rassemble comme le militantisme. J'aurais jamais rencontré des personnes autochtones, avoir la chance de leur parler vraiment sur une affaire commune si j'aurais pas été militante. Donc, c'est comme un terrain commun pour se rallier, forger ces alliances-là, puis les cultiver aussi, les nourrir là, au travers de l'action collective. Vraiment. Oh, il y a tellement d'éléments. C'est ça, ça me fait penser, on a parlé de valeurs extractivistes, là, ça me fait penser le numérique qui extrait nos données personnelles constamment. C'est une extraction de nos propres données personnelles. Ou, mettons, on a parlé de l'attention aussi, là, de capter l'attention constamment. Puis j'aime beaucoup le concept de deuil. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a même des jeunes qui n'ont même pas ce deuil-là parce qu'ils n'ont même jamais eu accès à l'espace vert. J'ai travaillé à Montréal-Nord. Clémence, qui est dans Éclore, fait partie des groupes qu'on supporte, qu'on soutient. Puis c'est justement ça, là, je pense que ça va ouvrir une voie à l'or là, dans le militantisme qui est comme essentiel, on a vu, qui va nous donner beaucoup, beaucoup d'espoir et d'engouement, puis de désir de vouloir se remobiliser, parce que si on a envie de faire de l'art, on peut se mobiliser à travers ça aussi. Là. Mais ça, les jeunes, admettons, par exemple, à Montréal-Nord, avec Parole d'exclus ou Woodstock, qui n'avaient pas vraiment accès à une justice qui se disait aussi environnementale. On était beaucoup dans la justice sociale parce qu'au niveau de l'environnement, il n'y avait pas d'espace vert, il n'y en a pas, ils n'ont pas accès à ça. Donc, de même en faire un deuil, il n'y a pas de deuil à faire. On est allé faire une sortie en dehors de la ville. C'est la première fois que ces jeunes-là sortaient de la ville de Montréal. Puis quand on est arrivé aux Pommes, c'est une sortie, on est allé aux Pommes. Moi, je me rappelle encore du moment où les jeunes m'ont dit hey, on dirait qu'on est dans un film. Pour elles et eux, c'était
l'irréel. Tu sais, on marchait dans la forêt, puis on a l'impression d'être dans leur cellulaire. C'était comme, vous avez l'impression d'être dans votre cellulaire. Ouais, on a l'impression d'être comme sur Google avec des images de forêt. Puis là, je leur posais plein de questions sur comment vous sentez. Puis là, il faut stimuler, il faut qu'on reste stimulé. Puis là, on ne l'est pas du tout. Bon, OK, on va aller cueillir des pommes. Puis là, ils vont cueillir des pommes. Là, il était comme, OK, les pommes, ça vient d'un arbre. Fait que là, il y avait tout un... On partait de loin, là. Puis après ça, ben là, on retourne en ville. Puis là, pourtant, la ville, c'est donc même bruyant. Ou il fait chaud. Parce que c'était en pleine... On était à la fin à l'automne, il y avait quand même encore des coups de chaleur. Là, c'était des grosses îlots de chaleur. On parle d'Henri Bourassa, c'est immense, là. Donc, il fait bien chaud, c'est bien bruyant. Quand est-ce qu'on y retourne? Puis au début, c'était ultra inconfortable. On était en plein milieu des pommiers, puis il n'y avait rien à faire. Là, puis les cellulaires, au début, ben à la fin, plus de cellulaires. Les cellulaires étaient par terre, puis là, ils roulaient sur la colline. Ils cueillaient des pommes, ils mangeaient des pommes. On voulait aller voir les citrouilles. Là, tout le monde voulait ramener une citrouille. Là, c'était expliqué, ben non, mais on va pas manger 8 citrouilles, on va en prendre une. Mais pourquoi? Ben, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Je veux dire, c'est un exemple super concret pour dire que ces jeunes-là auraient même pas pu faire un deuil. Ils l'ont fait dans l'auto en revenant. Ce deuil-là, c'est la première fois qu'ils le faisaient au final. Et c'est pas les seuls, en fait, c'est ça qui est fou. C'est que c'est vraiment pas les seuls à pas pouvoir même avoir accès à ce deuil-là. Puis là, ça m'amène à penser, la stratégie du CARE, elle est exceptionnelle quand on parle d'éducation écosociale puis tout ça, parce qu'il y a un premier deuil qu'on peut faire d'un manque de relation avec soi, d'un manque de relation avec l'autre. Puis après ça, on peut l'extrapoler à nos écosystèmes. C'est plus facile, c'est plus accessible. Mais juste le fait que on reparle de la captation de l'attention, les données personnelles extraites. Il y a un premier deuil aussi avec nos cellulaires. Ben, en même temps, je peux même pas croire les jeunes qui vont naître quasiment avec le cellulaire dans les mains, là. Le deuil ne pourra pas se faire, mais j'ai vécu un deuil avec mon cellulaire quand je suis sortie du secondaire, puisqu'au secondaire, il y avait des espaces communs, on n'avait pas de cellulaire. Quand on se retrouvait à un endroit, on ne pouvait pas changer d'avis. Il fallait se retrouver là. Si tu ne te trouvais pas là, tu perdais ta chance de sortir entre amis une soirée. Donc, il y a eu un premier deuil de ces espaces communs. Il y a eu un premier deuil d'être en relation vraiment avec l'autre. Donc, il y a toutes sortes de deuils à faire. Puis je trouve que la piste du deuil, elle est exceptionnelle pour aller après ça à l'engagement, au changement, puis tout ça. Parce que quand on rentre dans l'affect, dans l'émotion, puis tout ça, de ce qu'on a perdu, mais là, on peut peut-être vouloir le retrouver ensemble, ou du moins trouver une façon de retrouver quelque chose de similaire. Mais c'est quand même Rendre compte de ce qu'on a perdu, ou de Oui, ce qui est à exact, perdre, tu sais, exact. avant de concrétiser. Oui, puis on perd. Aller vers quoi? Exact, d'aller vers quoi. Puis, je veux dire, devant notre cellulaire, le feed, là, comme on disait tantôt, on perd notre accès au savoir, à un savoir plus collectif, à un savoir beaucoup plus neutre, ou en tout cas, du moins, nuancé, là. Ça aussi, c'est un deuil à faire, là. Moi, des fois, je suis dans mon propre feed, puis je suis déçue de ne pas pouvoir avoir accès. J'essaie d'aller faire des recherches pour changer ce feed-là, pour avoir accès à d'autres savoirs. Toutes sortes de deuils en ce moment, dont, pour moi, un peu un deuil à chaque fois qu'on se fait extraire nos données personnelles. C'est nous qui parle. Comment on peut y avoir accès à nouveau, les données collectives. Puis à l'infini, c'est une discussion. Elle le pose. Après, après quand tu veux. Oui, oui. Alors, je trouve ça fécond, là, la discussion qui a cours sur la question des deuils écologiques. Ça m'amène peut-être sur deux voies. La première, en tout cas, dans le domaine de l'éducation populaire. Puis là, je pense entre autres à une démarche qu'on aime beaucoup mobiliser en éducation relative à l'éco-citoyenneté, c'est celle de Majo Ansett, tu sais, sur les intelligences citoyennes qui justement suggère de partir de deuil ou d'indignation ou de sentiments de colère qui sont vécus autour d'un enjeu de quartier, par exemple, conséquence, tu parlais d'un quartier populaire où bon, il y a beaucoup d'îlots de chaleur, ben là, OK, qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète dans nos vies? Et à partir de là, articuler des revendications, les porter dans l'espace public. Donc, avoir une forme de montée en généralité, mais à partir de vécu, puis à partir de récits de vie. Donc, puis je pense que oui, ben le CARE, en étant attentif à la fois au contexte, puis tu le disais aussi tout à l'heure, Clément, ça a été évoqué ici aussi, tu sais, le CARE, c'est pas dans l'absolu, c'est avec les contingences d'un certain contexte, puis c'est là que ça prend son sens aussi, parce que c'est le relationnel,
dans le particulier. Mais en même temps, ça nous amène à voir autrement nos relations dans un monde plus global. On peut, puis là, ben, c'est ça, on peut juste connaître le monde à partir d'une diversité d'expériences en contexte et tout ça. Donc, j'ai trouvé qu'on a fait déjà un beau tour de réflexion autour de ces questions-là. Puis en effet, je trouve que c'est une bonne idée, ma chère Manuelle, de prendre une petite pause. Donc, combien de temps on se laisse là? On ne veut pas non plus perdre nos gens à distance. Là, on veut qu'ils restent avec nous, mais oui, on se donne 2-3 minutes. Puis on s'étire, on respire, on prend un petit moment de silence ou de jasette à son goût. Mais on va reprendre pour pas avoir trop de retard sur le reste de notre horaire, puis avoir le temps aussi d'entendre justement nos personnes ici dans la salle et puis à distance. Donc, voilà, au regard des échanges qui ont eu cours, des questions qui ont été soumises à la discussion, justement, des commentaires, des questions pour de clarification. Tout le temps, Oui, Madeleine? oui, mais il me vient la grande violence de notre système d'éducation par rapport au care. On se fait violence à nous-mêmes. On est violent dans nos rapports les uns avec les autres. Toute la hiérarchisation, l'excellence, l'élitisme, l'évaluation, l'évaluation qui se fait souvent en rabaissant, plutôt au lieu d'avoir une évaluation qui élève, c'est pas une évaluation, c'est un rabaissement. Comment l'école est un milieu violent par les valeurs qui sont véhiculées, puis par les valeurs de dominance. Je trouve que tu as très bien exprimé le colonialisme, le capitalisme, puis ces valeurs dominantes-là sont d'une violence extrême, puis je me rends compte qu'on ne prend pas soin de soi en premier, nous-mêmes, mais comment on est indifférent et c'est devenu très individualiste. Je trouve que c'est ça, le téléphone ou les écrans ou le fait de se renfermer dans notre maison. Il y a même un syndrome, je ne sais plus qui l'a développé, qui s'appelle le syndrome du grand méchant monde. Comment le monde est rendu dangereux parce qu'on a accès à l'information en continu, puis on ne perçoit plus le monde comme un endroit agréable à vivre, on le perçoit comme un endroit dangereux où il ne faut pas amener nos enfants. Je me dis, il faut revenir avec le cœur. Puis ma question pour vous autres, c'est comment on rend ça dans l'éducation de nos enfants? Qu'est-ce qui est le plus important à véhiculer? Par quoi on commence pour changer cette violence-là? Parce que tout le temps que vous parliez de care, c'était violence, violence qui me revient en tête. On se parle de façon violente, on intervient de façon violente. On a un monde violent qui n'est pas la violence des bombes, qui est la violence interpersonnelle, la violence envers l'environnement. C'est que, excusez, ça me fait comme ça. Parfait. Oui, on peut en prendre 2 autres, puis ensuite, on va faire ça avec Paul. Oui, voilà. Moi, je vais revenir au début. Le mot care, je m'excuse, j'ai oublié ton nom. Dali? Dali, tu as appelé ça la stratégie du care. Oui. Est-ce que ça fait combien de temps qu'on entend le mot care? Puis est-ce que c'est une thématique qui l'a développée? Je connais pas beaucoup ça, mais j'ai déjà entendu le mot care. Puis est-ce que c'est quelque chose que on fait de la recherche sur? Et puis, moi, ben, je parle l'anglais couramment, puis moi, dans ma tête, je me dis « to care ». C'est difficile, tu sais, de le mettre en français, là, mais « I care »,« she cares », tout le monde que je connais cares. J'essaie d'aller comprendre cette thématique-là
Parce que pour moi, comment est-ce qu'on dit? Tout le monde veut prendre soin. Everyone cares. C'est presque inné. Moi, étant une personne assez plus vieille que vous, tu sais, c'est comme on est inquiet par qu'est-ce qui se passe, c'est tout. Et en continuant vers le care, est-ce que vous pensez que les recherches qui sont faites là-dessus, est-ce que ça fait un changement? Est-ce que ça a des résultats sur lesquels qu'on peut espérer? Parce que, comme Martine vient juste de dire, moi, je suis rendue à un point dans ma vie où moi, je crois que le monde est vraiment rendu dangereux et pas très beau. Je suis une de ces personnes-là. Et quand je suis arrivée hier, je suis arrivée, là, la première chose que j'ai dit à Martine, c'est « j'ai peur pour la guerre ». Moi, c'est ça, là. Puis, à écouter toutes les panels hier, puis les discussions, ça m'a donné de l'espoir dans le sens que, tu sais, peut-être en étant plus faire des recherches et de la lecture et tout, ça l'aide. Puis aujourd'hui aussi, mais après vous entendre, ben, je suis un peu découragée parce qu'effectivement, c'est très violent, c'est laid. Puis est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Voilà. C'est beaucoup de questions, beaucoup de choses en même temps, là. Merci. Donc, on va prendre donc les deux premières questions. Donc, la première, comment on peut faire en sorte que la question du care soit davantage présente dans le milieu de l'éducation plus formelle? La deuxième, est-ce que les recherches qui se font sur le care contribuent à un changement social? Donc, Deux très pratiques. Oui. Bien. Je pense qu'on est rendu là aussi. Là. On est dans le quelqu'un voudrait amener des éléments de réponse? Ben, je pourrais essayer. Comment on apprend le care? Si j'avais la réponse, peut-être qu'on ne serait pas ici, mais ce serait bien. Mais déjà, moi, je suis en éducation des adultes, donc éducation tout au long de la vie. Pas comme Alain Deneau a dit, là, mais quand même, je trouve qu'on met beaucoup de poids sur l'école, mais aussi sur les enfants, comme si tout ce qui se passait là, après ça, c'était fermé, puis on ne continuait pas d'apprendre. Donc, comment on apprend le care? J'ouvrirais la question, pas juste chez les jeunes, mais chez tout le monde. Tout en sachant qu'effectivement, il y a des bases qu'on apprend quand on est jeune sur lesquelles on peut construire d'autres choses, mais en éducation des adultes, on croit qu'on peut apprendre à tous les âges de la vie, là, donc il y a cette idée-là. Ben, moi, je me pose cette question-là. En fait, un concept que le care, mais le concept sur lequel j'aimerais plus travailler, c'est la question de la solidarité qui est liée au care. Alors, je me pose la question, s'il y a une chose à enseigner dans le monde ou une chose qu'il faudrait enseigner, pour moi, ça serait ça, la solidarité. Comment on fait ça? Et c'est lié au care, comment on enseigne le care? Puis pour répondre à cette question-là, ben, je me dis, mais comment on apprend autrement aussi? Donc est-ce qu'il faut apprendre le care ou c'est qu'on apprend l'inverse? Puis c'est pour ça que j'aimais quand tu as parlé de récit, donc de mettre le récit du care au lieu du récit du risque. Ben, il y a ça aussi, de comment on comprend notre monde. On pense que ben, Paulo Freire pense qu'on est ontologiquement bon, que l'humain est ontologiquement bon, mais tout ce qui est autour de nous, quand on se dit qu'il faut apprendre à être bon, ben là, c'est comme si on pensait à l'homme est un loup pour l'homme, là, cette idée-là du capitalisme, de domination, la compétition. À l'école, en fait, on reproduit toutes ces idées-là de compétition, performance, hiérarchisation, domination, rapport de pouvoir. Donc, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Donc, comment on apprend le care, c'est de déconstruire ces éléments-là, puis avoir d'autres récits. Et si de prime abord, on pense que c'est la nature humaine, la compétition, l'extractivisme, donc, on n'arrive pas à faire de la place pour ce récit-là. Fait que je dirais qu'une piste de solution, je pense, c'est d'apprendre d'autres récits. Déjà, ouvrir la porte à plusieurs voix, plusieurs récits, mais de faire plus de place de faire comme si c'était un récit, de comprendre que les rapports de domination, c'est un récit, c'est des façons de voir le monde et de vivre qu'on se donne. On peut s'en donner d'autres. Déjà, c'est une prise de conscience qui nous amène à créer d'autres récits et à faire de la place au care ou à la solidarité. C'est drôle, ça me fait penser, je sais pas si je peux rebondir. J'ai envie de rebondir, tu as dit,
pour avoir accès à ces récits-là, il faut faire de la place. Puis en ce moment, on n'en a pas. Puis ça me fait penser à la grève des profs là, pour leurs conditions de travail. C'est là que je trouve que le CARE devient une stratégie du CARE devient ultra politique et ultra pertinente pour faire un contre-pouvoir. C'est que du moment où, par exemple, des enseignants, enseignantes se verraient vouloir avoir plus d'espace pour des meilleures conditions de travail, là, on parle juste d'un CARE de aller au travail puis pas atteindre un épuisement. Parce que là, je parlais à un de mes amis, il termine ses études pour devenir enseignant, puis il voit déjà faire une formation en massothérapie parce qu'il dit, moi, je sais que dans à peu près 2-3 ans, je vais être en burn-out. Puis c'est connu dans le milieu. Donc ça, c'est dit à l'université en ce moment, quand on étudie pour devenir enseignant au secondaire. 2-3 ans, puis après ça, trouvez-vous autre chose. Parce que vous voulez plus jamais, vous allez plus jamais vouloir enseigner. Donc là, on en est là. Pour moi, ça veut dire que si déjà, comment mettre en place le CARE? Ben, je dirais déjà entre profs, de se demander comment être bien dans notre travail, comment assurer qu'on va continuer dans ce travail-là, comment on peut pérenniser notre travail, pas atteindre l'épuisement. Puis là, de se rendre compte qu'en fait, c'est impossible de mettre en place le CARE pour les enseignants, enseignantes, parce que le système de l'éducation en ce moment est violent. Et donc là, ça devient politique, des grèves, revendiquer, sortir dans les médias, trouver une voie commune, collaborer ensemble, pas rester seul chez soi à atteindre un épuisement un jour. Et là, c'est là que pour moi, le CARE est vraiment un levier de contre-pouvoir. C'est que si on se dit, ben, faisons juste atteindre de meilleures conditions de travail, puis pour les jeunes aussi, de meilleures conditions d'enseignement ou d'apprentissage, meilleures conditions d'apprentissage. Mais pour les jeunes comme pour les enseignants, ils n'auront pas le choix d'aller au front. Ils n'auront pas le choix de se mobiliser parce qu'on n'a pas l'espace en ce moment. Fait que je trouve que c'est bien au final. C'est comment le mettre en place, mais en fait, pas vraiment comment, osons le mettre en place. Puis après ça, ça va créer des grands mouvements de société. Puis à ce moment-là, ça va se mettre en place de ce fait même, tu sais. C'est là que, par exemple, qu'on travaille avec des jeunes, qu'on leur demande, on fait des formations sur comment se mobiliser avec les jeunes, ou en fait, pas comment se mobiliser, mais savez-vous que vous pouvez vous mobiliser, que vous avez le droit de dire non. Puis là, les jeunes arrivent, ah non, on savait pas comment on fait ça. Puis là, on part juste avec une prémisse de, mais est-ce que vous sentez que vous avez une injustice là, à l'école? N'importe quelle injustice, on parle pas juste d'environnement. C'est sûr que nous, au final, on veut se rendre là. Mais on n'arrive pas avec cette prémisse-là. Ben, les jeunes, ils nous parlent justement, ah ben le cellulaire, ou ah ben les prix à la cafétéria sont trop, c'est rendu beaucoup trop cher. On a trop d'examens, trop de devoirs. Ben, tout ça, c'est des moments, tout ça est anti-care. C'est ça qui est fou, c'est toutes des affaires qu'on peut relier à quelque chose qui n'est pas caring. Puis à ce moment-là, quand on dit aux jeunes, ben, vous pouvez revendiquer, tu sais, moins d'examens ou une autre façon d'apprendre, des prix à la cafétéria moins coûteux, ça voudrait dire ben, de peut-être réétudier tout le système alimentaire de votre quartier, faire affaire avec des producteurs locaux. C'est très caring, c'est très relationnel. Ça sort aussi des trucs privés, capitalistes. Avec tout ça, c'est à mon avis, là, je leur dis, puis au lieu de. Je reviens à, pour moi, comment le mettre en place, mais en fait, c'est d'oser vouloir prendre soin de soi et des autres, d'oser vouloir avoir un mode de vie plus sain. Puis si on ose, parce qu'on va se rendre compte qu'on n'aura pas la place, mais ça veut dire se mobiliser pour, militer pour. Puis après ça, on va se mettre en place quand même, tu sais. C'est mon espoir à moi. Puis je pense que les jeunes ont envie, puis les profs ont montré qu'ils étaient capables une capacité de faire la grève de manière collective extraordinaire. Là. Je veux dire, peu importe les impacts qu'on a. Vous l'avez vu, là, à tous les coins de rue, on pouvait voir des profs avec tout l'engouement de pouvoir se revendiquer, ben, capables d'avoir des conditions de vie meilleures. Wow! Il y en avait partout, on se promenait à Montréal, puis c'était une des grèves les plus visibles depuis 2012. Voilà, arrête là, militante. Mais je peux poursuivre, à moins que Clément, est-ce que ça va? Oui. Ben, pour ta question, Martine, il y a beaucoup de violence, puis il y a beaucoup de micro-violence aussi. Par exemple, dans l'école, de comment on demande aux jeunes de s'asseoir pour toute une journée, puis de ne pas se lever. C'est une micro-violence, mais il y a aussi des façons, je pense, de contrer ces micro-violences avec des micro-solutions qui vont quand même avoir un gros impact à la fin de la journée sur les personnes, sur les étudiants, comme ben, justement aller dehors, leur permettre de
bouger, à utiliser des méthodes pédagogiques qui sont expérientielles, ancrées dans l'action ou dans la critique. C'est vraiment comme faire valoir leur force, c'est d'aller avec leur force au point de départ, de bâtir quelque chose ensemble. C'est toutes des façons de contrer un peu ce qui se passe, c'est qui est contre-éthique, là, donc d'aller vers une éthique du care, puis de créer ce care-là collectif dans les salles, en tout cas, je parle pour les salles universitaires, mais j'imagine que ça se fait dans les salles élémentaires aussi ou collégiales et tout ça, puis que ça se transpose en inter-ordre et ben, c'est ça, de l'élémentaire à l'universitaire. Tu sais, pas qu'on parle d'environnement en élémentaire, puis il faut faire tout ça, puis là, on arrive à l'université, on n'en parle plus. Puis c'est ça, j'ai fait un parallèle avec l'intervention parce que j'ai travaillé dans un centre jeunesse en Nouvelle-Zélande pendant 1 an avec des jeunes Maoris qui étaient là pour plein de différentes raisons, là. Puis, tu sais, on travaillait avec eux pendant une longue période de temps pour comme qu'ils trouvent un peu leurs moyens pour vivre autrement leur vie. Mais là, après qu'ils aient fini leur temps dans son centre jeunesse-là, là, qui est vraiment une prison pour jeunes, ils retournaient dans leur communauté où que les parents ils étaient dans les gangs et tout ça. Donc, ils retournaient dans ce qu'ils connaissaient. Puis là, ils ne pouvaient pas vraiment utiliser les outils qu'ils avaient acquis parce que ça ne faisait pas de sens dans leur contexte. Mais c'est un peu ça aussi avec les jeunes. Si on éduque au care, puis là, ils retournent à la maison, puis les parents ne sont pas éduqués au care, ben il y a comme une contradiction, puis une incohérence. Donc, je pense que ça rejoint vraiment ce que tu dis, là. C'est comme il faut vraiment combiner cette éducation-là populaire, rejoindre les parents autant que les enfants pour qu'eux autres, ça devienne cohérent. Puis, c'est ça, donc, au niveau des écrans, bon, ben les parents, est-ce qu'ils savent les risques, par exemple? Comme, le fait qu'on a laissé la jeunesse comme devenir addicté au téléphone, on a une part de responsabilité là-dedans aussi, là, les parents. Puis, est-ce qu'on ne le savait pas? Je veux dire, là, on le sait, est-ce qu'on fait quelque chose? Comment on adresse ce problème-là sans que ce soit pendulaire, là, comme on a tendance à le faire, là, plus d'être à l'écoute, puis d'y aller avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mais c'est ça, je pense que la rencontre, là, ce qui était dit dans l'autre table ronde ce matin, là, d'aller à la rencontre de partir puis qui revient un peu à cette question là, sur comme, OK, ben ça, c'est bien déprimant cette affaire-là, mais qu'est-ce qui donne espoir? Puis c'est peut-être d'aller voir, ben, je pense qu'il y a plein d'enseignants, profs, plein de citoyens qui font plein de choses qui donnent espoir, au fait, puis c'est de mettre ça en lumière le plus possible, puis de s'allier avec ces gens-là, puis de nous-mêmes se soulever, d'aller avec des gens qui nous aide à se soulever et à retrouver cet espoir-là, parce que sinon, ça s'éteint, là, il faut le garder allumé pour les gens. Quand on veut être dans la revendication et tout ça, ben, c'est facile à éteindre quand il y a c'est des luttes continuelles, là, mais de se rallier avec des gens qui ça fait des bouffées d'air, puis dans la joie, justement, là, de le faire, puis de montrer ça aux jeunes, que ça peut être convivial, là, de militer, puis on sort avec les crécelles avec mer au front, mes enfants, ils adorent ça, là. Ils sont comme, yes! On va, ils font leur pancarte, puis pour eux autres, c'est pas comme, ils font quelque chose qui sont comme, je fais quelque chose pour la planète, mais en même temps, ils s'en vont partyer, là, tu sais. Joie dans la lutte. Oui. Donc, il y a comme cette combinaison-là aussi de mettre de l'avant dans la façon de faire, peut-être. Comme une partie de réponse. Là, mais, merci. Merci. Ben, j'irai avec les autres interventions dans la salle. Donc, Alexandra. Ben, oui, mais peut-être, Clément, je te laisserai intervenir le premier suite aux 2 autres échanges parce que ben, bientôt, on aura l'intervention, la performance artistique de José là, qui s'en vient. Donc, Alexandra, puis ensuite, Aurélie, vous prendrez vos interventions. Je pense que ça fait vraiment un lien avec ce que tu viens d'évoquer, Manuel. L'année dernière au Cégep, je suis prof de philo au Cégep, puis on m'a demandé d'enseigner un cours qui s'appelait Entre ciel et terre, penser le mythe et le religieux. Et c'était pas du tout mon domaine, mais je me suis plongée. Puis il y a un concept qui a vraiment émergé dans les recherches sur le désenchantement. Puis là, c'est Durkheim, tu sais, dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Et on réfléchissait beaucoup dans le cours à ce concept du désenchantement. Mais tu sais, c'est 1908. Alors, c'est très frappant pour eux comme une espèce de perte de vie symbolique, une perte de connexion avec plus grand que soi. Tu sais. Puis une définition du religieux comme le religieux, pas la religion, mais le religieux comme nous liant à plus grand que soi, mais nous liant entre nous. Donc, c'est comme sur 2 plans, un plan vertical, un plan horizontal. Puis là, à un moment donné, dans la session, on a commencé à beaucoup parler du concept de réenchantement. Et là, tous les étudiants et étudiantes devaient, à la fin de la session, faire un projet où ils mobilisaient différents cadres théoriques, philosophiques, mais à partir d'un concept qu'ils allaient explorer. Puis, la
à peu près tout le monde a travaillé sur le réenchantement, tu sais. Puis qu'est-ce que ça veut dire le réenchantement? Puis en fait, je me demande si ce genre de concept-là est un ami du CARE, le réenchantement. Et au départ, Emmanuel a parlé de la vie spirituelle. Puis, tu sais, hier, nous, dans notre colloque, dans notre présentation, tu sais, la connexion sensible, mais la connexion spirituelle aussi, à plus grand que soi. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Avec les étudiants, la plupart, au départ, disaient, ah, moi, je suis athée, je crois pas à ça, la religion, le religieux. Puis à la fin, d'explorer des formes de manifestation du religieux dans des manifs, dans des raves, dans des expressions collectives où on revitalise notre lien ensemble, mais connecté à plus grand que soi. Donc, réenchantement, est-ce que ça vous jase un peu? Mais on profite pour attirer l'attention sur la toile qui nous accompagne depuis le début du colloque. Je sais pas, mais elle vient de me faire un clin d'œil. C'est tout ce qu'on dit tantôt. Donc, oui, pour les gens à distance, c'est comme on voit quelqu'un, nous, dans la forêt avec la lumière qui tamise à travers les arbres et il a le regard tourné vers cette lumière. Merci de l'avoir mentionné. Aurélie? Merci beaucoup pour cette journée, pour toutes vos interventions qui étaient vraiment très, très riches là, lors de cette table ronde. Ce que j'ai retenu vraiment en lien avec le thème du séminaire sur l'éducation aux politiques, c'est le CARE comme manière d'être, mais comme une forme de résistance. Et ça ressort vraiment beaucoup de toutes vos interventions. Et comme le disait Clément, travailler sur le CARE, voilà, ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident, ça peut paraître petit, ça peut paraître trop affectif, ça peut paraître, voilà, à une échelle individuelle, thérapeutique, etc. Et je me demandais, enfin, ma question, c'est comment, en éducation, on arrive à faire passer cette idée, enfin, cette conscientisation que le CARE est une forme de résistance. Voilà, voilà la question. Merci pour cette belle question, Aurélie. Donc, on a celle-là, puis une question très connexe. Est-ce que l'idée du réenchantement est l'ami du CARE? Donc, puis en même Et temps, la dimension spirituelle on peut aussi. réenchanter le rapport à l'éducation du même coup, peut-être. Alors, peut-être Clément, voulais-tu commencer cette fois? Oui, ouais, merci. Alors peut-être je commence par la deuxième question. Alors, moi j'ai fait une petite enquête à un moment donné sur des enseignants qui dans mon parcours, je trouvais incarner un peu ces valeurs du CARE. Alors ce qui est intéressant, ils sont pas mal aussi de ma génération, là, la quarantaine. Et alors c'est des gens qui ont, à un moment donné, qui se sont beaucoup engagés dans des manifs, dans des résistances au niveau syndical. Et puis ils se sont retrouvés épuisés. Alors ça reprend plusieurs thèmes. Et donc ils se sont, une des manières de retrouver du pouvoir, de retrouver de la joie, de retrouver du pouvoir et de redonner du sens, ça a été de se replier quelque part sur leur espace de classe, là où ils pouvaient agir en fait, ou leur quartier, ou leur famille, mais en particulier en tant qu'enseignant, leur espace de classe. Et là, de mettre en place des exercices, des postures, des relations où on mettait un peu à distance cette violence du monde et, et partir vraiment de ça. Et alors, c'est marrant parce que dans tous les parcours, ça revient de se dire, je me suis, ou je sais pas si j'ai revu aussi Salgado, là, je sais pas si certains connaissent, là, un photographe qui a photographié toute la violence dans le monde, puis qui a retrouvé vie, qui a retrouvé sa vitalité dans une petite forêt, à faire pousser des arbres, tout ça autour de chez lui, là, un endroit désertifié. Enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas dans le CARE qui revitalise à partir du particulier. Alors après, comment faire percevoir ça comme une forme de résistance, ça c'est vraiment pas évident parce qu'il y a plein de préjugés, comme quoi c'est alors soit du développement personnel, soit une philosophie des bons sentiments, et alors que ça a rien à voir avec ça. Et à chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'intégrer ça au niveau politique, par exemple, je sais pas, Martine Aubry en France a essayé de l'intégrer dans les socialistes, ça a été un tollé total en disant, c'est voilà, c'est un truc de bonne femme,
Et donc c'est vrai que c'est vraiment pas évident à faire comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et pour reprendre une question, les recherches sur le care, elles sont aussi très minoritaires et elles viennent beaucoup de la psychologie sociale, de la philosophie. Je pense pas qu'elles aient un effet encore majeur, mais elles se sont développées en tout cas donc depuis les années 80 aux États-Unis, puis après en France dans les années 2000, dans d'autres contextes aussi. Et puis ça rejoint d'autres courants, là ça a été très bien dit dans ces 2 jours, hein, les courants, décoloniaux, il y a plein d'autres courants qui se voilà. Peut-être une manière de montrer que c'est une forme de résistance, c'est effectivement d'arriver à déployer ce qu'il y a derrière, en fait, et à montrer tout ce que ça implique en termes de soins de la vie dans un monde qui est globalement abîmé, quoi. Voilà, et ça, c'est vraiment pas évident à rendre visible. Donc il faut témoigner, il faut raconter, décrire précisément qu'est-ce qui se passe quand on essaye de mettre en place cela, les tâtonnements qu'on a, tout ça. Et puis alors pour la question du réenchantement et de la vie spirituelle, hem, ça c'est une question très intéressante. Effectivement, je pense que le care est vraiment parent de ça. Et si on lit par exemple Michel Foucault, il parle vraiment des exercices qui, génèrent un souci de soi, donc un travail de soi sur soi, comme des exercices spirituels. Et il s'inscrit dans la tradition donc, grecque puis stoïcienne. Pourquoi spirituel? Parce que c'est des exercices qui vont nous amener effectivement à une métamorphose, mais de soi parmi le monde comme partie prenante du monde, et aussi qui vont nous permettre d'accéder à une certaine vérité. Alors Foucault, du coup, il dit que ces exercices-là, ils vont à l'encontre d'une certaine méthode scientifique qui considère que le sujet accède à la vérité, quel que soit son état intérieur. Il accède à la vérité, au monde, quel que soit son état intérieur. Il n'a pas besoin de travailler sur lui pour accéder à la vérité. Or, dans les exercices spirituels, on accède à une certaine vérité et à un dire le vrai, parce qu'on s'est transformé, en fait. Ça implique tout un processus de transformation de soi pour accéder à une certaine vérité. Alors, on pourrait parler de ce qu'il y a derrière, hein. Et cette réalisation de soi, ensuite, engage certains affects, certains modes d'engagement, enfin certaines manières d'être au monde. Donc il y a vraiment cette dimension-là, hein, d'une connexion au plus grand que soi qui est très forte, qu'on retrouve chez Pierre Hadot aussi. Euh, donc, bon, ça demanderait beaucoup de précision, mais disons qu'il y a une dimension qui n'est pas simplement la dimension relative du care, hein, mais il y a une dimension qui va davantage chercher à une couche de sens plus profonde, voilà, et qui est une certaine manière d'appartenir à un fond commun, un processus qui nous traverse, quel que soit le nom qu'on lui donne, quoi. Merci. Clément? Mesdames, souhaitiez-vous rebondir, réagir? Pour la spiritualité, au fait, c'est intéressant parce qu'il y a comme une perte de repères qu'on ressent beaucoup là, je parle des jeunes là, parce que c'est plus avec le travail, mais je pense que chez beaucoup de gens, là, il y a une perte de repères spirituels, de connexion, c'est un besoin d'émerveillement et de réenchantement. Puis justement, une anecdote, j'avais une invitée qui est maintenant une amie autochtone Anishinaabe, je lui demandais, peux-tu parler de la spiritualité autochtone? Puis elle disait, ben, pourquoi qu'on ne parle pas de la spiritualité des personnes étudiantes? Puis là, j'ai dit, ben, je ne sais pas, il me semble qu'il y a comme des pertes de repères, c'est un peu ça, j'entends, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont te dire, tu sais, parce qu'il y a comme une recherche de comme ils veulent apprendre de toi un peu, de savoir c'est quoi les approches autochtones perspectives, parce qu'ils n'ont comme pas de repères individuels pour eux, là, puis là, elle a demandé justement, puis c'était vraiment flagrant la réponse, c'était comme, ben, on a médité avec Emmanuel la semaine passée, t'es en forêt. Mais tu sais, c'était comme des affaires qu'il avait fait récemment. Là, c'était pas une spiritualité. Tu sais, il y avait. Puis c'est ça l'a pris un peu par surprise, mais elle a comme compris aussi là, en même temps. Puis là, elle a comme reformulé un peu le cours autour de OK, oui, je vais présenter des approches autochtones avec un bémol, là, comme on ne fait pas d'appropriation culturelle, mais comment on peut avoir des dialogues pour justement ouvrir les portes vers une spiritualité qui est plus rattaché au territoire, justement, rattaché à l'identité de la personne aussi, là, puis ben c'est ça. Donc, il y a quelque chose là, tu sais, vraiment de flagrant, du care lié au réenchantement, puis c'est le Richard Louv avec la déconnexion à la nature, Last Child in the Wood, mais comment les enfants peuvent s'épanouir justement avec le contact avec le vivant, la terre et tout ça, puis ce que ça donne. Puis, je trouve que l'enseignement, ben, la pédagogie extérieure permet un peu ça aussi parce que
ben justement, on a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées de différents pays à l'UQO l'année passée. Puis, je me disais, je ne sais pas comment ils vont prendre ça d'aller dehors quand il fait froid. Tu sais, je les amène dehors. Puis là, je me dis, s'assurer qu'ils sont bien habillés, premièrement. Là, mais ce qui est ressorti, c'était vraiment comme, tu sais, j'ai vraiment apprécié parce que en même temps que tu parlais, puis en même temps qu'on faisait nos exercices, ben j'ai remarqué la faune, la flore ici. J'ai appris à connaître un peu le territoire. Puis même les personnes qui venaient de l'Outaouais, ils disaient, je savais même pas qu'on avait ces plantes-là ici, tu sais. Puis mon cours, c'est pas un cours sur la faune, là, mais c'est la reconnexion au travers de ce contact-là sensible, puis les apprentissages qui sont pas nécessairement dirigés sur comme apprenons le nom des arbres, c'est utile aussi, mais de comment reconnecter à travers des sens à ce territoire-là, puis de s'émerveiller, tu sais, d'avoir comme, tout à coup, il y a un moment, puis la nature, elle s'ouvre à nous, ou on s'ouvre à la nature, dans le fond, pour l'écouter, là. Puis c'est là, on peut en faire un genre d'intervention, éducation avec tout ça, pour permettre ce réenchantement-là, de créer de l'espace, puis créer des différentes formes d'écoute aussi, là, qui n'est pas juste des écoutes pédagogiques, mais des écoutes au sensible, puis à l'autre, là. Donc, ouais, je dirais que définitivement, je le vois comme très, très lié, là, mais je ne sais pas s'il y a des études qui concrètement lient le care et la spiritualité, le renchantement. Oui, c'est ça, on peut écrire là-dessus. Et ça peut être à toi d'écrire là-dessus en philosophie, ça serait intéressant. Ben oui, moi je répondrais oui à cette question. Si c'est pas un ami, il faut faire le réenchantement, il faut faire en sorte qu'ils se rencontrent avec le care, qu'il y ait une rencontre là. Puis oui, je poursuivrais sur qu'est-ce que tu as dit aussi sur se sentir concerné, ça passe aussi par être dans les lieux, d'avoir ce contact-là, de te donner l'exemple des jeunes de Montréal-Nord qui vont en nature, là. Donc d'être là dans les lieux et l'écoute, puis c'est aussi, ça fait partie des travaux de Liliane, l'écoute radicale, l'écoute d'écoute de soi, donc le rapport à soi, le rapport aux autres pour créer le rationnel, mais le rapport aux humains. Puis j'ai une amie qui parle du plus qu'humain. Puis le plus qu'humain, moi, ça me faisait penser à les arbres, la nature, le sol, les animaux, etc. Mais avec ta question, le plus qu'humain, c'est aussi le spirituel. Puis peut-être que si on a moins cette connexion-là avec le spirituel, c'est que quelque part, on a un peu quelques traumas avec le récit religieux qui a fait du spirituel quelque chose de... Encore, je reviens avec la domination, mais on s'en sort pas. C'est ça, d'autorité. Et ça nous a un peu déconnecté, un peu chaise chaude, créneau froid, là, du spirituel. Mais il y a ça dans l'éthique du care aussi, le rapport aux humains qui nous aide à penser à soi, aux voies intérieures qui sont spirituelles également, qui peuvent l'être, mais au plus qu'humain, qui après ça peut prendre différentes formes, notre environnement ou autre chose qu'on retrouve dans la spiritualité autochtone. Le rapport au spirituel, ça prend la forme dans la nature, donc ces éléments-là. Ouais. Et le care comme forme de résistance, ben, je pense qu'on l'a tout un peu répondu, là. Incarner le care, c'est déjà une forme de résistance à d'autres façons d'être, à d'autres façons d'entrer en relation. Des exemples des enseignants, enseignantes qui étaient donnés par le collègue à distance. Donc, d'incarner ça du mieux qu'on peut, sortir les jeunes, incarner ce care-là pour les autres et ce qui nous entoure. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le faire en essayant d'être ça. Ouais. To care. On peut s'imaginer un monde dans lequel nos gouvernements incarneraient le care dans leur politique, là. Merci beaucoup là, à nos panélistes. Merci. Merci en ligne. Merci en ligne aussi. Merci beaucoup, Simon. Merci. Ouais, merci beaucoup. Là-bas.